Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes, une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Distributeur, c'est le métier dont on va parler dans cette émission. Que vous sachiez ou non de quoi il s'agit, c'est un métier pilier dans l'existence des films en salle de cinéma. Quel chemin le film suit-il pour arriver jusque nos salles obscures? On parlera dans cette émission de ces entreprises qui choisissent quel film accompagner, imaginent des stratégies pour te convaincre de les voir et cherchent quelle salle pourrait les projeter. Une profession qui est donc strictement liée à la santé des salles de cinéma, elles qui subissent de grands bouleversements depuis quelques années avec les plateformes, le confinement, etc. Tout est constamment remis en question dans ce secteur, impossible de prédire comment les choses vont évoluer. Ça devrait être hyper intéressant de savoir ce que des jeunes professionnels en pensent. Au-delà de ce que vous pourrez découvrir dans la discussion qui va suivre, cet épisode est un cri de ralliement, allez voir des films en salle. Héloïse Emery et Simon Robert sont nos deux invités du jour. Au sein des sociétés de distribution pour lesquelles ils travaillent, ils sont tous les deux au marketing. On verra quels sont les différents départements qui existent. Héloïse et Simon sont donc chargés de définir la stratégie de sortie des films. Ça va de choisir la date de sortie en fonction de la période et de la concurrence, à concevoir la communication pour les médias, les affiches ou bandes annonces. Héloïse travaille chez Advitam, l'une des boîtes indépendantes les plus importantes en France. En 2022, ils ont notamment accompagné L'Innocent de Louis Garrel, Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi ou Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski. Simon, quant à lui, est responsable marketing chez Zinc, nouvelle société indépendante qui vient de sortir un super documentaire qui s'appelle Service Public de Salia Braclia et Mouloud Achour. Il était auparavant responsable du marketing digital chez Le Pacte, la plus grosse société de distribution indépendante en France. Bonne émission! C'est quoi le film sur lequel vous bossez là vraiment à l'heure actuelle? Là, en ce moment, je suis sur Les Petites Victoires, qui est le deuxième film de Mélanie Offret, qui avait fait Roxane il y a quelques années. Et du coup, c'est un film qui a eu 2 prix à l'Alpe d'Huez, donc c'est une grosse sortie pour nous, avec Michel Blanc, Julia Platon, et ça sort le 1er mars. Et nous, on vient de sortir La Grande Magie, qui est notre actu la plus brûlante, entre guillemets, qui est un film de Noémie Lvovsky avec beaucoup de cast, avec Rebecca Marder, Denis Podalides, surtout avec une géniale BO signée Feu Chatterton. Et notre autre actu, c'est Le Bleu du Caftan, qu'on sort le 22 mars prochain, qui est un film de Mariam Touzani qui avait réalisé Adam. Donc voilà, et il sort le 22 mars. Et voilà. Trop bien. Et aller au cinéma. Et aller au cinéma. C'est On va bon, le c'est dire. la fin du podcast. Merci à tous. On va le dire à chaque fin de phrase, tous au cinéma. Oui, Exactement, vraiment. Bon, avant d'aller dans le détail, on va revenir aux bases de qu'est-ce que c'est un distributeur. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes petites recherches sur l'internet pour dire, comme tout le monde, je suis allé sur internet et j'ai écrit qu'est-ce qu'un distributeur? Et la définition internet me dit J'ai eu peur. l'objectif d'un distributeur est d'optimiser au maximum le parcours d'un film en lui assurant rentabilité et recettes. Ces recettes sont réparties entre l'exploitant, la salle, entre parenthèses, le distributeur et le producteur. Le distributeur cherche donc à maintenir le film le plus longtemps en salle. Est-ce qu'on est d'accord avec cette définition? On est assez d'accord, c'est une partie en tout cas de ce qu'on fait. Mais moi, je trouve que le meilleur moyen de résumer un peu notre métier, c'est de dire le nouveau nom. On dit plus distributeur normalement, on le dit encore toujours, mais selon la FNCF, qui est la Fédération nationale des Cinéma. exploitants, des cinémas Cinéma français, français, exactement. Donc ouais. en gros, c'est le conglomérat, le lobbying de toutes les salles de cinéma. Ils ont décidé à raison qu'on devait s'appeler les éditeurs de films. Et effectivement, je trouve que éditeur, on comprend tout de suite. On sait ce qu'est une maison d'édition dans la littérature. En fait, on fait le même métier, mais dans le cinéma. Donc, ce que va faire tout le travail de presse, tout le travail de marketing, tout le travail de relecture sur un bouquin, nous, on va le faire sur un film, sur le montage, sur le scénario, vu qu'on achète les films dès le scénario. Donc, on fait le même travail que fait une maison d'édition, mais dans le cinéma. Éditeur qui était d'ailleurs déjà un terme qui était utilisé pour les éditeurs vidéo. Exactement, ouais. Ouais. Exactement. Donc qui font les boîtes de DVD, Blu-ray, etc. Exactement. Surtout que d'ailleurs, Advitam et Zinc sont à la fois distributeurs donc, de films au cinéma, et on s'occupe aussi de sortir des films en DVD, Blu-ray, en VOD, sur Netflix. Donc on est à la fois éditeur vidéo et donc éditeur de films, comme il faut dire maintenant. Ouais. Ok. Bon, on aura l'occasion de revenir sur pas mal de choses qu'on vient d'évoquer. Oui. Alors, on voulait savoir, de manière un peu large aussi, à quel moment le distributeur intervient dans la vie d'un film? Très variable. Nous, on est des distributeurs indépendants. Et du coup, nous, souvent, on achète des films français sur scénario. C'est variable, hein. On peut acheter des films finis, mais souvent, on achète des films sur scénario. Donc, on arrive
assez tôt en fait dans les discussions avec les producteurs. Ouais, donc c'est pas que forcément à la fin, quand le film est terminé, hop, on va aller voir un distributeur, est-ce que vous pouvez distribuer mon film? Ça peut être aussi au début, au scénario. On peut peut-être déjà aussi un peu dire quels sont les différents services d'une société de distribution. Ouais. En fait, au sein d'une boîte de distribution, il va y avoir un service acquisition qui est chargé de D'acquérir. acquérir des films qui vont composer le line-up. En gros, en termes de lexique, je précise que Ouais. quand on dit line-up, c'est tous les films Le qui catalogue. vont sortir, qui sont qui vont sortir dans les années, mois à venir. Et je dirais catalogue plus pour les films qui sont Oui. déjà sortis et qui sont plus, enfin, je trouve ça un peu plus imagé, un peu plus clair. Les acquisitions, voilà, ils sont chargés De trouver d'acheter, les films. Ouais. de trouver, d'acheter des films. Donc ça, c'est une partie du travail qui nécessite aussi une approche stratégique, entre guillemets, dans le sens où il y a des lignes édito malgré tout par distributeur. Et ça, pour le coup, le travail d'acquisition, ça peut se faire à différents niveaux. C'est pour ça qu'on complète avec ce sujet maintenant. Après, il y a le service, pour faire ça dans l'ordre chronologique, Ouais. et il va y avoir le service marketing qui va s'occuper de toute la promotion en amont des films. Donc, créer tout le matériel promotionnel, affiches, bandes-annonces, et faire exister le film, en fait, pour le public avant qu'il sorte en salle. Mais c'est le service marketing qui s'occupe de définir la date de sortie? C'est d'un commun accord avec tous les services. D'accord, OK. En fait, je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus en distribution pour dire que c'est le truc le plus important en tout cas. À partir du moment où il y a la date, c'est ça qui va définir tout le OK. reste, toute la stratégie. Mmh. Donc c'est à la fois avec les acquisitions de marketing et puis les autres services. Je te laisse dérouler. Ouais. Euh, Oui, c'est complètement ça. Après, c'est vrai que c'est différent, bien sûr, selon la taille de la boîte. Nous, on parle d'un point de vue de distributeur indépendant, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai, c'est une décision Collégiale. voilà, collégiale qui concerne tous. Donc marketing, voilà, et programmation. Ça, c'est les gens qui vont négocier avec les salles de cinéma. Donc c'est en termes de temporalité, c'est vraiment plus à l'approche de la sortie, et qui vont négocier avec les salles de cinéma quel film sort où, combien de séances par jour, et qui vont. Et ça aussi, il y a une part de stratégie là-dedans, dans le sens où il y a, par exemple, enfin, je prends un exemple un peu clair, mais des villes à ce qu'on appelle des villes à concurrence, c'est-à-dire des villes avec des gros Pathé, Gaumont, UGC, CGR, et en face des salles indépendantes. Et ça, c'est une vraie décision de programmation de décider où va sortir le film. Et le métier de programmateur est hyper intéressant. Bon, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on fait, mais il est hyper intéressant, et c'est important d'en parler parce que, en fait, personne ne sait qu'il y a des programmateurs. C'est que les gens pensent que les films arrivent, enfin, on les comprend, hein, vu qu'ils sont pas au courant, mais que les films arrivent directement dans les salles, que c'est C'est automatique. que c'est par exemple Disney qui, bam, ils appuient sur un bouton et c'est directement chez Pathé. Alors qu'il y a beaucoup de métiers derrière et qu'on en fait partie dans toute cette chaîne-là. Ouais. Alors juste, du coup, pour clarifier, vous avez commencé à parler tout à l'heure des studios et des distributeurs indépendants. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un peu les différences majeures entre les deux? Déjà, faut séparer ce qui est gros distributeurs studios français des studios américains. C'est-à-dire qu'un Universal ou un Disney, eux, en termes d'acquisition, par exemple, ils reçoivent les films directement des États-Unis. Ils n'ont pas la liberté. Je sais qu'Universal, par exemple, ils ont un peu plus de liberté. C'est pour ça que des fois, ils distribuent des films français. On a eu le film il y a quelques semaines, j'ai oublié le nom, mais il y a de temps en temps des films français qui sortent par ces studios-là, des filiales des studios. Mais globalement, ils ont moins d'impact sur les acquisitions. Ouais. À l'inverse, par exemple, des studios français, les Gaumont, les Pathé, qui eux, en fait, la différence avec un distributeur indépendant, c'est juste que du coup, comme ils sont reliés soit à des salles de cinéma, soit à des chaînes télé, ils ont des garanties que nous, distributeurs indépendants, on n'aura pas. Donc, par exemple, quand tu es studio Canal, c'est plus facile effectivement d'avoir Canal+ qui va préacheter ton film que si tu es juste un distributeur indépendant. Donc, c'est des questions financières aussi à ce niveau-là. D'accord. Enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais... Ouais, non. Puis après, oui, c'est qu'un truc d'organisation, comme ça peut être le cas dans énormément de milieux pro, où en fait, il y a les gros groupes et il y a les indépendants. Donc, c'est des questions d'effectifs, c'est des questions d'ampleur de film aussi, parce que assez naturellement, ça implique qu'un film sorti par Pathé ou Gaumont, qui sont des
des très grosses sorties financièrement, d'un point de vue d'enjeux financiers, etc. D'un point de vue ampleur, voilà, il n'y aura jamais des énormes sorties. Ça peut arriver très ponctuellement, mais du coup, c'est un travail monstrueux pour des distribs indés de faire le boulot que pourraient faire de manière beaucoup plus quotidienne des groupes, quoi. Tout à l'heure, tu en parlais, Simon, l'aspect financier, et on a très vite parlé de l'aspect financier avec distributeurs. Pour développer un peu ça, les distributeurs, ils gagnent leur pain comment en fait? Que justement après la sortie des films en salle ou autrement? En fait, un distributeur, il peut prendre ce qu'on appelle plusieurs mandats. Donc, c'est-à-dire qu'il peut prendre les droits, si tu préfères les droits, il peut prendre les droits de la sortie salle, mais aussi d'autres droits. Il peut prendre des droits internationaux. Il peut prendre des droits pour la sortie DVD, Blu-ray, il peut prendre des droits télé. Donc, si la sortie salle ne suffit pas à ramener de l'argent, puis on peut parler après de façon de comment l'argent remonte sur la salle, mais si ça ne suffit pas, il peut se rembourser sur d'autres droits. Donc déjà, ça, c'est vrai, c'est une vraie aide, notamment les ventes télé, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un pays où la télévision est encore très forte. Et du coup, pour revenir sur la salle, la remontée, elle est assez simple. C'est-à-dire que le billet coûte, je crois, en moyenne 6,80 €. Je crois que ça a augmenté quand même un peu récemment. Ouais, ça a augmenté un peu. Ça dépend des tarifs, ouais. Voilà, mais sur une moyenne globale. Après, faut savoir que la moyenne prend en compte les cartes illimitées, Ouais. Oui, la moyenne nationale, oui. c'est ça, les billets dans les CE. Enfin voilà, donc ça prend tout ça en compte. Mais bon, moyenne, c'est une moyenne. Mais malgré tout, si on décompose le billet, en moyenne, 2-3 € pour la salle de cinéma. Il y a 1,50 € pour le CNC, qui est l'organisme qui gère le cinéma en France, le Centre national du cinéma. Il y a 1 €, il me semble, en moyenne pour la SACEM, parce qu'il y a beaucoup de musique dans les films, donc il faut bien rémunérer les auteurs-compositeurs. Et du coup, sur les 2 € restants, ça va pour le distributeur, qui, tant qu'il ne s'est pas remboursé, il remonte tout. Et ensuite, eh bien, ça va pour les Ça veut dire producteurs. quoi concrètement remonter? Quand on dit remonter, c'est-à-dire que toutes les entrées en France vont générer de l'argent. Et cet argent-là, sont dans toutes les salles, il faut bien que ça remonte, dans le sens, il faut bien que l'argent va vers le distributeur. Et c'est nous, du coup, qui après faisons le partage. Ouais. Ok. Le travail du distributeur, on va dire que c'est 80% peut-être même plus, de la salle de cinéma. Mais au final, il gagne quand même sa vie avec son catalogue. C'est ça, c'est qu'il se sert quand même de son catalogue pour, justement, c'est ce que tu disais, vendre à la télé, vendre sur les plateformes. Mhm. Donc, c'est-à-dire que le distributeur, même si il est identifié à de la salle de cinéma, ouais, c'est ça, continue à vivre Bien sûr. sur d'autres. Par d'autres biais. Ouais. Ouais, Bien sûr. complètement. Vous, par exemple, à Dutam, c'est vrai que vous avez un line-up, enfin un catalogue, pardon, qui est tellement gros que ça doit aussi permettre, grâce à ce catalogue-là, de pouvoir avoir des remontées d'argent et donc acheter des nouveaux films pour le cinéma. Oui, complètement. C'est quand même censé être un cercle vertueux aussi. Et acquérir des films, c'est censé être intéressant pour la salle de cinéma et pour la suite de la carrière du film, évidemment. Parce qu'on pourrait penser Après- que seuls les producteurs seraient dans ce cas-là à continuer de percevoir des sous post-sortie en salle. Et en fait, les distributeurs restent propriétaires quand même Ouais. des Après, achats. les droits voilà, encore une fois, les droits, c'est négocié. C'est Ça a une limite dans le temps. Nous, là, il y a des films parfois, on n'en parle pas tous les 4 matins, mais c'est vrai que ponctuellement, on sait qu'on perd les droits sur tel ou tel film. Bon, bah voilà, après, c'est sur tellement d'années C'est ça. que. C'est négocié, mais je crois que c'est même des fois 20 ans, 10 ans, 20 Complètement. ans. Ouais. Mais il y a un cas là qui est récent, qui est assez amusant, enfin amusant, pas pour eux du coup, mais Metropolitan Film Export, qui est du coup très grand distributeur, mais qui est un distributeur indépendant. Et ils ont sorti en 2001, 2002, 2003 les 3 Seigneurs des Anneaux. Et on est en 2023, et du coup là, ils viennent de perdre depuis janvier les droits de Seigneurs des Anneaux, parce qu'évidemment, Warner Bros. Coup dur. Récupère les droits. Donc ils avaient 20 ans où ils ont pu les exploiter et faire du travail magnifique, parce que les films ont été réexploités, ressortis dans beaucoup d'éditions différentes, mais aujourd'hui, ils n'ont plus les droits sur les films. Alors que c'est eux qui les ont sortis au cinéma à l'origine. Et puis ça, pour le coup, on peut supposer que c'était une vraie source financière Oui. pour eux et durable, surtout sur un certain nombre C'est ça. d'années. Un peu comme une logique de licence dont les distributeurs bénéficient pas, contrairement aux majors, en gros, aux gros distributeurs, aux gros groupes, notamment américains dont on parlait tout à l'heure, les Universal, les Disney et tout ça. Ça, il n'y a pas de ça chez les distributeurs indés. Donc c'est vrai que perdre ce genre de source financière, je pense, ça a dû être un petit coup dur pour eux. Ouais, complètement. Surtout que c'est ça, c'est des films qui fonctionnent encore aujourd'hui, C'est ça. Seigneur des Ouais. Anneaux. Et de Donc, toute façon, tous les distributeurs cherchent à sortir des films déjà qui fonctionnent sur la salle, mais effectivement qui après continueront à avoir un impact. C'est sûr que c'est ça qui permet aussi d'exister en tant que société, en termes d'image. C'est vrai que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, quand on voit le cheval ailé de Metropolitan, on pense que c'est une société américaine, parce qu'on l'a tellement vu devant le Seigneur des Anneaux, ou d'autres films, Hunger Games, c'est eux, John Wick 3 qui arrive bientôt, c'est eux.
John Wick 4, peut-être, je sais John plus. Wick 4. Mais bref, voilà. Du coup, on a l'impression que c'est une société américaine, mais alors qu'en réalité, c'est une société indépendante française. Ils sont 20. Voilà. Donc, Mm. c'est comme nous, quoi. Ils font le même métier que nous. Mm. Et c'est pas comme les Disney ou les Universal qui sont plus gros et qui n'ont pas les mêmes problématiques. Ouais, complètement. On en a un peu parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs catégories de distributeurs, donc acquisition, marketing. Plusieurs services, tu veux dire, Plusieurs services, Mm. pardon, j'avais pas le mot. Non. C'est quoi les autres? Est-ce que vous pouvez le dire? Majoritairement, il n'y a que acquisition, programmation, marketing. Après, il y a bien sûr tout le service financier C'est ça. et juridique Et qui n'est technique. pas du tout à laisser de côté. Parce que bon, sans eux, sans contrat et sans négociation financière, on va pas loin. Mais en effet, au final, ça fait pas énormément. Ouais. Et en effet, oui, le service technique, tu as raison, c'est vrai qu'il est quand même un peu à part. Non, mais brièvement, le service technique, c'est la gestion des trucs que personne Ouais. comprend finalement. Non, Des mais fichiers, c'est non, tout ce mais qui c'est est les vrai, fichiers des le films. transport du film. À l'époque de la pellicule, c'est eux qui s'occupaient des bobines, de tout Mm. ce travail-là. C'était une logistique folle. Aujourd'hui, les films sont sur des disques durs, mais voilà, c'est la gestion. À partir du moment où le film est en post-production, c'est-à-dire après qu'il ait été, vous en avez peut-être parlé dans des épisodes précédents, allez écouter les autres précédents. Les épisodes précédents du Merci podcast. pour cette promo. Auto-promo. Une fois que le film a été tourné, il passe en Mm. post-production. Donc, c'est tout ce qui est autour du son, de l'image, etc. Une fois que ça arrive vers la fin, nous, c'est a priori autour de ce moment-là. Le montage n'est jamais terminé quand Ouais. on On a voit les un films assez tôt. Hein. Voilà, on voit souvent des versions de films pas terminées, mais c'est dans étalonnés. ces eaux-là qu'on commence à nous récupérer le film. Et donc, il y a quand même toute cette gestion technique-là qui est à notre charge et qui, pour le coup, nécessite des directeurs techniques Ouais. et des services même dédiés parfois chez les distribs. Ouais. Ouais. Et surtout qu'en plus, voilà, les disques durs, comme tu disais, qui vont dans les salles de cinéma, parce qu'aujourd'hui, les salles de cinéma sont livrées, reçoivent les films en disque dur, quoique maintenant Mm. même, d'ailleurs, de manière dématérialisée. Mais bref, Ouais. on peut pas envoyer un disque dur comme on s'envoie un disque dur avec des fichiers de films dessus entre nous. Mm. C'est crypté, ça. Donc, voilà, donc il y a besoin d'un service technique où c'est de Mm. l'informatique, tout ce métier-là qui est très important. Et aussi un sujet dont on parle pas assez, qui est très important dans le cinéma, c'est tout ce qui est accès pour toutes les personnes malentendantes, malvoyantes. Ouais. Et donc ça dépend des services techniques qui s'occupent de faire ce qu'on appelle l'ADME, donc l'audio description pour les malentendants, ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus aujourd'hui, c'est ça qui est chouette. Là, je suis allé à l'avant-première de Creed 3 il y a quelques jours. Non, mais c'était super parce que du coup, c'est au Grand Rex avec un Ce que public j'allais dire, c'est assez Grand Rex, urbain, Mm. assez populaire et tout. Et le film, en fait, l'un des personnages est malentendant et ils ont passé le film entièrement avec donc la DME, donc en version malentendante, donc avec la porte grince, avec tous ces détails-là, Ok. avec les Génial. filtres en couleur vert, rose pour savoir qui parle et tout. Et je trouve que c'est super. Et donc voilà, ça c'est un métier super important. Pareil pour les sous-titres d'ailleurs, tout ce qui est Mm. sous-titres, Complètement. de Les manière générale, doublages, les quand films c'est étrangers et tout, nécessaire. les doublages, ça c'est le service technique. Et c'est vrai que c'est des métiers dont même nous en distribution on parle peut-être pas assez. Et donc Complètement. le grand public ignore complètement et c'est Mm. génial quoi. C'est des métiers voilà de passionnés de cinéma et d'informatique. Donc c'est un peu Pour l'anecdote, je m'étais retrouvé devant le Vortex, le dernier film de Gaspard Noé, Ouais. Ouais. avec des sous-titres pour les malentendants. Ah. Et en fait, pendant la moitié du film, j'étais persuadé que c'était juste Gaspard Noé qui s'était tapé un gros délire, genre Ça aurait pu. artistique et tout. Non, Ça aurait pas pu. du tout. Mais non mais c'est vrai qu'en plus Non, là, t'as juste mal choisi la séquence. Vraiment. possible, genre à 15h un vendredi ça se trouve. Ouais. Et encore, tu parles pas de l'audio description qui aussi liée à la version pour les malentendants, qui ça est pour le coup une version audio décrite qu'on a du coup pas au Ah oui, qui cinéma, parle ça où c'est mais en télé c'est ça. quoi, et qui est aussi compliqué. Et ça pour le coup, pour avoir déjà fait des vérifications techniques Ouais. pour rendre service à une collègue, c'est assez pénible de regarder un film en audio décrit quand t'es pas du tout habitué Ouais, et que tu connais pas. Oui, parce que tu regardes forcément les sous-titres, c'est ça? Non, ouais. les Audio audio description, décrits, c'est tu même vois pas. Audio décrit, C'est ouais. t'entends, voilà. C'est quand t'es oui, malvoyant. c'est T'as une qui voix off Ouais. qui te dit ce qui se passe à Qui te l'image. décrit ce qui se passe. C'est pour les Ah. personnes qui voient mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup utilisé, surtout à la télé en fait. Bah oui, Mais c'est les complètement. distributeurs qui s'occupent Ok. de le faire. Et juste parce qu'en fait, je me rends compte depuis le début qu'on parle beaucoup argent, mais Mm. en fait, on est aussi avant tout des quand même ultra cinéphiles et passionnés. Oui, Et- complètement. non, mais c'est Non, vrai. faut le dire. Et c'est vrai que par exemple, les acquisitions qui est peut-être le métier le plus important. Bon, moi, je fais du marketing, donc je vais pas non plus critiquer mon service. Ouais. Mais le métier d'acquisition, c'est ultra important vu que c'est les gens qui. Nous, on est une boîte qui vient de se lancer, mais on reçoit 10-15 scénarios par semaine, ce qui est quand même beaucoup, que sur des films français en plus. Et du coup, ce métier d'acquisition est super important. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois, effectivement, idée de est-ce que le film va marcher financièrement et tout, mais c'est aussi avant tout un coup de cœur. Et nous, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Et
et c'est super beau, tu vois. Donc c'est très important ce côté-là, acquisition de, de, de artistique avant l'argent. Et de toute façon, on est tous passionnés de cinéma dans Et cette distribution. ça, du coup, c'est le taf du patron. Ouais, c'est souvent le patron plus d'autres gens, parce que quand tu as Ouais. 15 scénarios par semaine, c'est dur de tout lire tout seul. Mais Oui, souvent, ils on sont voit- 2. Vous êtes combien? Ils sont combien aux acquisitions chez vous? Concrètement, il y a un directeur des acquisitions, directeur c'est des ça. ventes, mais c'est vrai que c'est co-géré avec la directrice générale. C'est ça. Voilà. Enfin, en tout cas, les décisions sont prises de manière commune. Cependant, il y a des boîtes dans lesquelles il y a des comités de lecture aussi pour Ouais, que les scénarios soient partagés et que tout le monde puisse donner son avis. C'est important d'avoir des regards extérieurs. Et c'est vrai que par rapport à la cinéphilie aussi de ces gens-là, c'est souvent des gens assez passionnants qui ont une culture cinématographique assez folle. Et c'est aussi. Ça vient aussi avec l'expérience et avec la connaissance du cinéma, parce qu'en fait, il faut quand même s'imaginer qu'acquérir un film sur scénario, ça veut dire mettre de l'argent dessus, enfin dire OK, on va mettre de l'argent dessus, avant même de savoir à quoi ça va ressembler, ce qui est quand même un challenge assez fort, et c'est pour ça aussi que c'est un métier important, directeur des acquises, c'est que ça nécessite une vision un peu et d'avoir foi en un projet Il très tôt. faut anticiper genre 3 ans avant le film, en fait, parce que tu lis un scénario, mais est-ce que les attentes du public dans 3 ans seront les mêmes que celles au moment où tu le lis? Et ça, c'est un vrai problème. Nous, sur les films français, on n'est pas sur la même temporalité, mais c'est vrai que les films américains, j'avais eu des interviews dans le studio qui, avec le Covid, par exemple, il y a eu plein de problèmes, quoi, parce qu'ils ont lu des scénarios, ils ont validé, greenlighté des films, ils ont fait des films, et 3 ans plus tard, le Covid est passé par là, et t'as pas forcément envie de voir les mêmes choses. Donc, c'est vrai que quand tu es aux acquisitions et que tu lis comme ça, très en amont, c'est compliqué, quoi. Donc, il faut avoir une vision, comme tu dis, une vraie vision du marché, du C'est cinéma. une grosse Ouais. responsabilité. Mais comme tu Complètement. disais, effectivement, Mathis, c'est effectivement, ça dépend beaucoup des patrons de boîte qui voilà, c'est leur vision aussi de leur société, de comment ils voient les choses, quoi. Est-ce qu'ils ont un droit de regard, du coup, sur la création? Est-ce qu'ils peuvent imposer, dire cette partie-là du scénario, faut la revoir, ou le film, petit faut le peu, ouais. tourner? Oui. Un petit peu, nous là, je vois les films qui circulent un petit peu en ce moment, que mes boss voient progressivement au fil des jours. En fait, ils voient une version qui est une version de travail, qui est pas terminée d'un point de vue technique pour le coup, et qui, alors parfois ils vont même voir bien plus en amont que ça. C'est-à-dire parfois il y a des réalisateurs qui sont prêts à montrer un bout à bout, par exemple, de toutes les scènes, ou une version un peu dérushée, mais pas non plus complètement, enfin, pour avoir un regard plus global. Ça dépend aussi de la manière de travailler des équipes artistiques, quoi, enfin des réals, et voilà. Mais c'est vrai que non, il y a quand même enfin, à échelle d'un distrib indé, il y a quand même un droit de regard, des retours sur le montage, parce qu'en fait, il y a des histoires de rythme, de scènes qui fonctionnent pas, voilà. Nous, on a quand même une vision artistique et commerciale, parce qu'on est un peu la charnière en tant que distributeur, on est un peu la charnière entre ce qui se passe, la vision artistique d'un réalisateur, et le pont avec le producteur, comment ça a pu se réaliser financièrement, et quel est son futur, quelle est la carrière du film en salle, et en tout cas comment il va rencontrer son public. Donc en tant que voilà que personne charnière entre ces deux visions-là, je pense que c'est vraiment important que des retours soient possibles avant que le film soit terminé, parce que sinon Et ça sauve des films, des fois. Enfin, complètement. je peux pas forcément dire les titres et tout, parce que voilà, mais j'ai dans certaines sociétés où j'ai été, il y a eu des films dont la fin entière a été modifiée parce que le distributeur, enfin, parce que la personne aux acquisitions qui voyait le film, mais c'est pas possible ça. Et que du coup, comme c'est la personne qui a du recul, qui n'a pas fait le tournage, elle a lu le scénario, la personne a lu le scénario, a validé le scénario, et 2 ans plus tard voit une version de montage, et en mode, mais non, mais c'est pas possible, là vous aviez le nez dans le guidon, vous n'avez pas vu qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, et que on peut pas finir un film comme ça et tout. Et donc souvent c'est écouté. Et après, de toute façon, on en revient au fait que, comme on a mis de l'argent dans un film, et du coup, on a notre mot à dire. Au même titre que d'autres coproducteurs. Mais c'est important, en tout cas, de ne pas perdre ça de vue. Du coup, pour l'anecdote, Simon, je t'avais demandé si tu connaissais quelqu'un qui pouvait aussi faire ce podcast avec nous. Donc, tu as tout de suite pensé à Héloïse. Et je sais que tu lui en as parlé en festival. Alors, moi, je voulais du coup savoir aussi quel rôle avaient les festivals en tant que distributeur. Est-ce que ça représente la moitié de votre temps? Est-ce que c'est genre essentiel pour la carrière a posteriori en salle du film? Est-ce qu'il faut que ça gagne des prix quelque part? Voilà, est-ce que... Moi, ça me paraît indispensable, oui, parce qu'en plus, tu montres ton film à un public. Donc, c'est la première fois où le festival, c'est
la première fois où du public va voir ton film. Mm. Après, voilà, il faut différencier. Il y a différents types de festivals. Il y a ce qu'on appelle les festivals de catégorie A. Donc, c'est le festival de Cannes, c'est le festival de Berlin, là, qui en ce moment, c'est le festival de Venise. Je crois qu'il y en a un quatrième dans le monde. Mais Le bon, TIFF, non? je suis pas À sûr. Il Toronto. me semble que c'est un catégorie B. Bon, bref. Ah ouais. Mais il me semble, voilà, il y a 3-4 gros festivals de Mm. catégorie A. Tu as catégorie B, comme Toronto, etc. Et voilà, tu en as plusieurs. Ceux de type A, ils sont très compliqués pour y rentrer. C'est au total, donc sur les 3 festivals, c'est peut-être 45, 50 films en compétition. Donc, sur peut-être 800, 1000 films, peut-être 1000 films qui se font chaque année. Bon, c'est compliqué d'y rentrer, mais quand tu y rentres, effectivement, c'est indispensable pour le film. Et ça lui fait une publicité énorme. C'est là où tu as toutes les caméras qui sont braquées, tu as tous les médias journalistes qui sont là, tu as le public qui est là, tu as le milieu professionnel qui est là, et ça permet après de faire exister le film. Donc ça, c'est indispensable. Sur les festivals plus petits, c'est variable, mais nous, voilà, on est à l'Alpe d'Huez, qui est un festival national, donc enfin, en français, qui n'a pas de vocation internationale. Un Et, festival de comédie, je précise. Exactement, festival de comédie d'Alpe d'Huez, qui est chaque année en janvier. Il y a eu beaucoup de films qui en sont sortis, des films de Michael Youn, mais autant que des films de Tom Halilti. Enfin, c'est très variable. C'est des grosses comédies populaires, comme des comédies plus intello, entre guillemets. Mais c'est la comédie. Je trouve ça beau, déjà, en France, d'avoir un festival dédié à la comédie de cinéma. C'est super. Et on y était et on a senti que le film est né là-bas. C'est-à-dire que ça faisait déjà 6 mois qu'on faisait ce qu'on appelle des tournées. C'est-à-dire qu'on montrait le film un peu partout en France, dans des petits cinémas au public. On a senti qu'à l'Alpe d'Huez, il se passait quelque chose, parce que tout de suite, c'est 800 personnes dans une salle qui découvrent ton film, avec la presse et ça. Donc, et je pense que c'est important. Et après, nous, en termes de marketing, peut-être qu'on y arrive effectivement sur nos métiers, là où précisément où on travaille avec Héloïse dans le marketing. C'est un label, en fait, un festival. C'est dire vu et approuvé par des gens comme vous. Donc moi, je pense que c'est important. Et puis, le Festival de Cannes, bon, Héloïse en parlera mieux que moi, vu que chez Advitam, chaque année, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de films à Cannes, en compétition notamment. Mais de mon point de vue, oui, c'est important, Cannes. Non, complètement. Après, c'est sûr que l'impact varie selon la taille du festival. Ouais. Et en fait, c'est comme les distributeurs, un peu les festivals, ils ont leur ligne édito, ils ont une typologie de films qu'ils représentent, etc. Il y a des films, nous, quand on acquiert des films, il y a des films, on sait qu'on ne pourra pas les envoyer à tel ou tel festival parce que bon, là, c'est très spécifique. L'Alpe d'Huez, c'est que de la comédie, mais alors, ce serait compliqué à expliquer, mais même Berlin, Venise, Cannes, il peut y avoir une ADN commune, mais il y a quand même une certaine typologie de films à envoyer à tel ou tel endroit. Et non, pour le coup, ça a un vrai impact. C'est variable selon la taille du festival, selon la taille des films aussi. En effet, il y a des films qui peuvent complètement naître en festival et dont les premiers retours, et c'est le cas, là, je précise quand même, Simon, ce dont tu parlais, c'était Les Petites Victoires, que Le film vous de l'Alpe sortez d'Huez, pardon, bientôt, oui, qui était à exactement. l'Alpe d'Huez. Mais nous, c'est pareil aussi. C'est vrai que là, Le Bleu du Cafetan qu'on sort bientôt, aller au cinéma. J'aime bien. C'est un Running film, gag. c'est un film qui a. C'est un peu ce qu'on appelle dans le jargon un film de festival. Il est passé par énormément de sélections. Il a été primé à plein d'endroits. Alors, nous, on était avec. Enfin, ça a commencé à un certain regard à Cannes l'an passé. Mais il a aussi fait le TIFF à Toronto. Il a fait Valladolid. Il a fait. Je me souviens même plus de tous. Après, à échelle nationale, il a fait Angoulême, où il est reparti primé 2 fois. Il y a eu vraiment un vrai. Nous, on a pris le pouls par les festivals. On a pris le pouls du film parce qu'en effet, c'est la première rencontre avec le public, et que ça nous a permis de voir, en l'occurrence, avec ce film-là, l'émotion que ça a créé. Et c'est vrai que, du coup, ça nous donne quand même une petite tendance sur là, on va pouvoir emmener le film à sa sortie, en termes d'ampleur de sortie, des frais qu'on va engager, du coup, du public cible vers lequel on va aller. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue purement marketing, ça a cet objectif. Donc, non, complètement, c'est hyper important et c'est toute l'effervescence aussi du cinéma. Puis en fait, quand nous, ça nous concerne pas sur des films. Enfin, c'est beaucoup moins événementiel sur des films indépendants, mais quand des majors sortent, quand c'est des premières mondiales dans des festivals, il y a une vraie approche événementielle qui fait les films aussi. Quand on voit Top Gun, par exemple, à Cannes cette année, Complètement. ça a aidé. Alors que c'est du hors compétition et que voilà, mais eux, c'est le moment pour faire un happening avec la patrouille de France au-dessus du tapis rouge. En fait, c'est un vrai. Dans cette échelle-là, ça devient
un argument, un moment de com, un moment pour briller, en fait. Parce qu'en fait, c'est un moment où toutes les lumières sont sur le festival et c'est un des rares moments où on parle uniquement au cinéma, où tu peux allumer, pendant le festival de Cannes, tu allumes, France 2, aux 13h, aux 20h, ça parlera cinéma. Donc le fait d'être sélectionné là-bas, ça te donne une visibilité que tu n'aurais pas sinon. Et moi, je prends un exemple qui est, le plus gros film sur lequel, j'ai eu la chance de travailler, qui est Les Misérables, de Ladji, qui est né à Cannes. C'est un film qui est né à Cannes, en fait. Si le film n'avait pas fait ce festival, s'il n'avait pas eu le prix du jury, s'il n'avait pas eu un standing ovation de 10 minutes, si ça n'avait pas été un tel impact, ça aurait été plus compliqué après de demander aux salles de nous suivre sur une grosse tournée d'avant-première, ce qu'on a fait, puis tout le reste, de suivre, que la presse nous suive, etc. etc. Et sans Cannes, on ne faisait pas les 2,5 millions d'entrées qu'on a fait et on finirait pas au César du meilleur film. En fait, voilà, ça permet de faire naître des auteurs, des artistes, des films. Et c'est super. Enfin, Mmh. quand on vit ça, en tout cas, nous, en tant que distributeurs, Mmh. c'est génial, quoi. Ouais. Après, pour répondre à ta question plus précisément, nous, comme on est vraiment, au service marketing, on s'occupe pas de tous les festivals. C'est pas notre travail d'être en festival. Alors le seul moment, un peu, voilà, d'effervescence et le moment un peu bouillonnant pour tout le monde, tous services confondus, c'est en effet le festival de Cannes en mai chaque année. Mais le reste du temps, moi, à mon poste, je ne vais quasi pas en festival, en tout cas pas pour le travail. Je peux y aller en off pour m'amuser et aller voir des films, et j'aime aussi ça pour ça, en tant que spectatrice. Mais on n'est pas voué à y aller et à y bosser, non. Pour la France, pour le coup, quand on a un film qui est sélectionné partout en France, c'est les gens de la programmation. Si, voilà, si vous êtes à Bordeaux ou à Lyon et que vous voyez un film qui passe en avant-première, bah, vous aurez le réalisateur qui sera là et vous aurez quelqu'un de la société de distribution qui sera là. Et ça sera souvent les gens de la programmation qui suivent les Mmh. équipes partout en France, sur tous les festivals, un peu partout. Mmh. Parce qu'il y a énormément de festivals en fait de cinéma en France, des tout petits comme des très gros, mais il y en Mmh. a beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on est à, je crois, vous l'avez vu un truc passer, je crois qu'on est à plus de 150 Mmh. festivals de cinéma Non, c'est en France. hyper foisonnant en France et ça aussi, c'est hyper important et alors à cette ampleur, enfin, dans ces enjeux-là, c'est beaucoup plus minime, quoi, par rapport à des festivals de Cannes et tout ça, de Berlin et de Venise. Mais, il y a aussi un rapport, du coup, beaucoup plus donnant-donnant avec des plus petits festivals, je sais pas, je pense à Premier Plan d'Angers qui est un festival de premier film ou Angoulême, Mm. c'est un peu plus gros, mais c'est Ouais. du film francophone. Ouais. C'est important que ça existe aussi. Mais en fait, voilà, il y a aussi un truc où les arcs, Festival de Sarlat aussi, qui est, enfin, il y en a un peu partout en fait. ouais, il y en a dans énormément d'endroits. Et après, voilà, il y a des festivals un peu plus gros. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une coexistence, une cohabitation. Et c'est pas du service rendu, mais en effet, c'est gagnant-gagnant pour le distributeur et le festival ouais, de collaborer ensemble et de faire exister les films ensemble. Et ce qui permet tout ça à la finalité, c'est que les gens aillent au cinéma en salle. Et parce que c'est ça le sujet en fait, les festivals de cinéma sont souvent organisés un peu partout en France. Je parle pas de Cannes ou de voilà ou d'autres, mais des tout petits festivals sont créés par les salles de cinéma pour justement faire en sorte que les gens viennent voir les films. Et donc c'est super de voir des salles remplies, même quand c'est dans un petit village. C'est génial. Donc ça a aussi cet impact-là, quoi. Mm. Vous êtes en marketing, vous l'avez dit. C'est quoi votre journée type? Waouh. Wow. Elles se ressemblent tellement pas. Ouais. Ouais, les journées se ressemblent pas parce que dans notre métier, on a une multitemporalité des impératifs, en fait. Tout se fait pas du tout dans le même timing, parce que en fait, le marketing, pour rentrer un peu plus en détail là-dedans, ça va être, créer du matériel promotionnel, comme Simon vient de le dire, une affiche, une bande-annonce, qui sont des choses qui prennent énormément de temps et qui sont gérées quasiment jamais en interne, dans le cas des distributeurs indépendants, mais avec des agences externes. Donc c'est donner des briefs, avoir une approche, créative, parler, couleur, position de l'acteur, qui est-ce qu'on doit rendre reconnaissable, identifiable sur une affiche ou pas, le casting et cetera et puis des éléments plus, disons contractuels avec les talents. Là, c'est la partie vraiment, voilà, matériel promotionnel aussi. Choisir, les photos, les extraits, de films qu'on va mettre à disposition, des journalistes et ou des salles de cinéma, parce qu'en fait, on a besoin que l'image du film, elle soit contrôlée, qu'on ait, quand même une partie vraiment, limitée. Enfin voilà, si vous allez sur n'importe quelle fiche film Allociné, vous voyez qu'il y a une sélection plus ou moins grande de photos. Voilà, nous, on a pour, objectif, c'est tout bête, mais que, voilà, toutes les critiques, de nos films qui vont sortir,
elle soit limitée et représentée, illustrée avec très peu de photos, de manière à ce que notre film soit le plus identifié possible. Et après, ça va être tout ce qui est en lien avec la presse, donc on a des attachés de presse sur chacun de nos films qui sont différents sur chaque film, qui eux vont représenter notre film auprès des journalistes. Et après, ça va être un travail beaucoup plus publicitaire. Donc moi, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Donc solliciter et négocier des partenariats médias, qui sont les petits logos qu'on voit en bas de n'importe quel affichage que vous voyez dans le métro ou voilà, qui sont en gros une manière pour les médias de labelliser nos films, et pour nous d'avoir un espèce d'avantage commercial pour faire de la pub avec eux. Et puis tout ce qui est affichage. Voilà, C'est-à-dire que quand vous vous baladez dans le métro et que vous voyez des affiches de 4 mètres par 3 mètres, bah, c'est le distributeur derrière et le service marketing d'une distribution qui l'aura faite. C'est la pub à la télévision, c'est la pub à la radio, quand vous allez au cinéma, que les lumières sont éteintes et qu'avant que le film commence, vous avez 2-3 bandes annonces, et bah, c'est tout ce travail-là d'achat d'espace, on va dire, qui sert en fait à faire en sorte que le film trouve son public et que le public, pour que ça soit possible, il faut que le public sache que le film existe. Et du coup, voilà, c'est notre métier de faire en sorte d'aller activer certains leviers en fonction du film. Donc, sur certains films plus vieux, et ben, on va aller que prendre de l'achat d'espace dans des magazines papier. Quand on est sur un film plus jeune, et ben, on va prendre de l'achat d'espace sur Twitch. On va faire une vidéo avec McFly et Carlito. Tout ce genre de choses qui sont des stratégies, en fait. On a une stratégie sur le film et on va essayer de mettre en place ça pour que les gens savent que le film existe et qu'ils aient envie d'y aller. C'est quoi vos contrats en fait? Est-ce que vous êtes en CDI? Comment ça se passe à ce niveau-là? complètement, Ouais, ouais. on s'est dit. On a galéré pour en arriver là. Mais ouais, c'est des contrats, c'est quasiment, enfin, c'est un des rares métiers, je dirais, dans l'industrie, qui est stable d'un point pour les employés quelque Ouais. part. Non, mais c'est vrai, c'est Ouais, un vrai vraiment. sujet parce que c'est pas le cas pour les producteurs. Enfin, Non, ils sont intermittents. ouais, Non, les producteurs, ça Pas dépend. forcément eux, mais en tout cas, les Ça assistants dépend. de prod et tout sont. Non, alors variables. ils sont censés être quand même en CDI. Ok. Alors, il se trouve qu'il y a des intermittents, mais c'est Mmh. illégal. Ok. Voilà. OK, et du coup, concernant les CDI, voilà, pour quelqu'un qui se lance dans ce métier, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que, à quel, salaire on commence? Où est-ce qu'on peut aller? C'est très variable en fonction de la typologie de boîte où on va. Par exemple, pour les stages, nous, on était dans au minimum salarial pour un stagiaire. Enfin, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, c'était mon cas. À l'époque, je crois que c'était 500 €. À l'inverse que des studios Canal ou des Pathé, qui sont des plus gros groupes, je sais, payent 1 000 €, il me semble, par mois pour certains Ouais, stages. ça dépend des grilles salariales parce que pour le coup, C'est ça. voilà, il y a vraiment plus de logique de ce respect des grilles salariales comme elles peuvent être beaucoup plus appliquées dans le Mmh. milieu pro. Chez les indés, non, pareil, j'ai jamais espéré plus que le minimum, je sais plus comment on appelle ça, de la rémunération qu'on peut donner aux Pour un stage, stagiaires, quoi. ouais, c'est ça. C'est légalement le plus bas, quoi. Ouais, ouais. Et après, pour ce qui est quand on est en poste, c'est variable, mais enfin, moi, ça me semble assez quand même, pas vertueux, c'est pas le terme, mais en tout cas, on vit de sa vie. On n'est pas intermittent, où on a à se poser des questions Mmh. si on va réussir à faire ses heures et tout. Mmh. On est là-dessus, on est quand même plus sécurisé que d'autres pans de l'industrie Mmh. cinéma, OK. quoi. Et est-ce que c'est possible d'avoir des primes en fonction des succès des films? Ouais, Ouais, ça peut complètement arriver. En fait, ça dépend, bah, nous, chez les indés, c'est vrai que c'est de la gestion, «à la mano» quoi, entre guillemets, donc c'est vraiment, des petits effectifs et cetera, donc c'est vraiment, selon décision des boss de telle ou telle boîte, et des succès des films de l'année, enfin voilà, ça peut être sur un film où vraiment il y a une explosion, auquel cas, il peut y avoir en effet derrière ce genre de «récompenses» entre guillemets, de primes. Ou sur un bilan annuel, qui a globalement, été, assez exceptionnel, voilà. Ça, c'est vrai que moi, j'ai pas connu une variété, enfin, en tout cas, pas en poste, j'ai pas connu une variété de boîtes, pour le dire, mais ça existe mmh. complètement, Mais après, c'est vrai que ce qui est dur pour une société de distribution, c'est de trouver un équilibre à l'année. C'est-à-dire que si tu sors 10 films par an, il faut que sur les 10 films, tu sois bien, enfin, que tu arrives à faire des bénéfices sur les 10 films. Enfin, à l'équilibre, mais c'est très variable, en fait. C'est-à-dire que chaque année, tu peux passer une année entière où ça va être la catastrophe et d'après où ça va bien. Donc, les primes, c'est très variable. Ça dépend des boîtes, ça dépend des line-up, ça dépend des mmh. années, quoi. Là, on sort un peu du Covid, donc ça commence à aller un peu mieux.
Mais c'est vrai que les années Covid ont été assez dures aussi pour notre milieu. Mais en tout cas, le patron, comment est-ce que lui, il gère avec ça? Est-ce que lui, du coup, c'est pas du tout fixe? Est-ce que des fois, il se paye pas? Est-ce que des fois, il se paye Non. des blindes? Est-ce que... Bah, j'imagine que c'est très variable aussi, mais non, tout le monde est en CDI, tout le monde est payé. Il y a quand même, c'est Ouais. pas non plus. Enfin, il y a quand même de l'argent et ça fonctionne. En Ok. fait, juste pour dire aussi sur la remontée de recettes dont on parlait tout à l'heure, enfin, ou comment se financent les sociétés de distribution. Donc, comme je disais, tant qu'on ne s'est pas remboursé ce qu'on a dépensé sur un film, le producteur touche rien. Mais à côté de ça, on touche 30%, c'est une moyenne, une commission. On prend sur les billets. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si le film n'est pas rentable, on aura quand même mis de l'argent de côté pour nos frais généraux. Donc, normalement, à la fin de l'année, il n'y a jamais de souci. Normalement, il y a toujours, effectivement, quand les salles ferment en plein milieu du mois de mars, bon, c'est un peu dur, on va pas se mentir, avec tu dois mettre tout le monde au chômage partiel. Mais comme on se prend une commission dès la première entrée, il y a Ouais. il y a pas de souci normalement de ce point de vue-là, quoi. Ok. D'accord. C'est assez safe. Donc, est-ce qu'on se lance dans la distribution pour devenir riche Non, par contre, non. Non, non. soyons Oh mon soyons Dieu. clairs. Ouais. Non, je t'ai Ça serait arraché bien, le mais- Tu m'as détruit les tympans, mais ça va. Je suis désolée. Non, désolée, la phrase riche m'a. Enfin, l'élément de langage riche Elle m'a te- amusé beaucoup trop vite. Non, en effet, c'est compliqué d'espérer. Après, les parcours de vie sont variables. Disons, à nos postes, etc., dans une évolution de carrière en tant qu'employé. Non, après, chacun sa définition de riche, mais naturellement, je dirais non. Après, c'est vrai que voilà, il y a des parcours de vie différents aussi. Là, c'est vrai que c'est aussi un peu, c'est osé. Là, la création de Zinc par Jérôme Hilal et tout ça, c'est bon, c'est quelqu'un d'installé. Hein, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais il a quand même énormément d'années d'expérience derrière lui. Et forcément, il y a comment dire, il y a un renouveau possible. C'est ça aussi qu'il faut dire sur le milieu de la distribution, c'est qu'à l'heure actuelle, les distributeurs en place, c'est beaucoup de gens qui sont les fondateurs des entreprises, en fait. Il y a pas, et ça, c'est un vrai renouveau générationnel auquel nous, on n'a pas encore eu, enfin, dont on n'a pas encore été témoin, quoi. Il y a des boîtes qui ont coulé, on pense à eux, mais ce renouveau-là, il n'a pas encore trop eu lieu, en tout cas pas pour nous, Et récemment, donc Et c'est un milieu qui a beaucoup changé aussi, et notamment avec Netflix et les arrivées de toutes les plateformes. Parce qu'en fait, on a été les premiers concernés finalement. Les premiers concernés, enfin avec les salles de cinéma, mais les premiers concernés par l'arrivée des plateformes, c'est les distributeurs qui sortent les films en salle et les salles. Mais j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu à la normale où on voit des Disney ou des Netflix qui se cassent un peu la gueule, entre guillemets, des Disney+, etc., et qui du coup se recentrent sur la salle. Donc j'ai quand même l'impression que il y aura encore des distributeurs dans 15 ans, dans 20 ans, et qu'il y aura encore des salles de cinéma dans 15 ans et dans 20 ans. Il y a des distributeurs spéciaux pour les plateformes? Bah, du coup, quand tu es sur une plateforme, tu peux pas sortir en salle. Il y a en France ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui est une loi, en fait. C'est-à-dire qu'on est le seul Ouais. pays au monde où c'est une loi. Dans d'autres pays, aux États-Unis, par exemple, c'est négocié. C'est par exemple Paramount qui négocie avec les salles de cinéma, les circuits type AMC aux États-Unis pour dire Top Gun, on le sortira 40 jours après la Ouais, sortie on en salle. a déjà passera- parlé dans Voilà. d'autres podcasts. Et du coup, la loi en France fait que une plateforme ne peut pas sortir son film en salle et faire en sorte qu'il soit sur sa plateforme aussi. Donc, du coup, ce que font les Netflix et compagnie, c'est que les films ne sortent que sur la plateforme. Ils squeezent la fenêtre, on appelle la fenêtre de cinéma. Donc, du coup, il n'y a pas de distributeur pour les plateformes. En revanche, il y a des salles de cinéma qui peuvent passer en demandant ce qu'on appelle des visas temporaires. Enfin bref, ça c'est compliqué, mais en demandant des autorisations exceptionnelles, peuvent passer des films de plateforme dans leur salle de cinéma. Il y a Mais- à Paris quelques salles comme ça qui passent des films de Netflix. Voilà, mais dans ce cas-là, de la même manière qu'ils se tournent vers un distributeur pour avoir les droits de tel film, ils vont se tourner vers la plateforme directement. C'est un peu... Il n'y a pas de distributeur de plateforme, il y a des plateformes qui distribuent sur leur mandat, enfin sur leur plateforme directement, quoi. Complètement. Est-ce qu'il y a des distributeurs de courts-métrages? Bah, beaucoup moins. Je crois qu'il y en avait à une époque, il me semble, hein, mais aujourd'hui. Est-ce que Ah, ça ma- servira à quelque chose déjà? Enfin, je crois qu'il y en a, mais est-ce que quel intérêt du coup ça peut avoir pour un Ça pourrait être court-métrage? intéressant de mettre des courts-métrages en avant-séance. Je sais que là, on est au Festival de l'Alpe d'Huez où c'était le cas. C'est-à-dire que il y avait des courts-métrages avant chaque film en compétition. Et je sais qu'il y a une époque aussi où Disney faisait ça devant tous les Pixar, je crois, il y avait un petit court-métrage d'animation.
C'est plus le cas aujourd'hui. J'ai l'impression qu'effectivement, le court-métrage n'a plus trop sa place en salle, malheureusement. Ils préfèrent faire des films de 3h15 type Babylone. Non, mais du coup, c'est vrai qu'il y a moins de place. J'ai l'impression aujourd'hui aussi avec le fait que les films s'enchaînent dans les salles de cinéma, il y a quelque chose qui fait que les courts-métrages n'ont plus leur place, ce qui est dommage. Donc, il y a pas de distributeur, j'ai l'impression, de court. Non, pour moi, ou alors s'il y a des boîtes, elles ont vraiment pas la notoriété des distributeurs de long comme nous. Après, pour avoir vu aussi des plus petits producteurs de courts-métrages ou avoir côtoyé pas mal de gens au cours de mes études qui cherchaient aussi à exister par la réalisation de courts et tout ça, ça peut se faire de manière beaucoup plus à taille humaine. Et d'ailleurs, moi, je l'avais fait sur une très courte période de ma vie pour un film parce que, voilà, très ponctuellement, un camarade m'avait posé la question. Et du coup, j'étais une sorte de mini distributrice. Pour le coup, s'occuper de courts-métrages, enfin, s'occuper de la distribution de courts-métrages, c'est le faire exister en festival. Et là, pour le coup, pour les cours, c'est un vrai, en termes de carrière de film, c'est hyper important. De là à le faire exister en salle, comme vient de le dire Simon, ça n'existe plus trop aujourd'hui, malheureusement. Mais ils existent en télé pour le coup. Mais complètement. Ils existent en télé, ils existent complètement en festival et en télé. Mais malheureusement, en termes de notoriété, ça perd un peu de force. C'est un peu dommage parce que malgré tout, il y a beaucoup de. En fait, ça commence par là, les carrières de cinéastes. Et c'est un peu dommage que personne n'en entende parler, quoi, entre guillemets. Et que après, je sais que voilà, il y a des chaînes aussi qui peuvent soutenir. Là, je sais que, je sais plus, c'est sur France Télé, je crois, il y a toute la sélection des Césars, toute la sélection des courts nommés au César disponible. Donc voilà, mais ça demande. Ça demande de le savoir, d'aller les voir, c'est le travail de distribution autour des cours n'est pas fait à échelle de la distribution. Parce qu'il y a pas, malheureusement, il n'y a pas d'économie, en fait. C'est ça le truc, c'est Non. que on peut pas le passer en film dans le sens où personne est prêt à mettre 5 € pour voir un court-métrage. Donc, il faudrait faire des programmes de court-métrage, ce que font les festivals. Mais pour ça, il faudrait que les courts-métrages, enfin, que les producteurs se mettent d'accord. Donc, c'est compliqué. Mais c'est ça le problème aussi, en fait. On en revient au fait que c'est pas. L'économie du court-métrage est compliquée, en fait. C'est pour ça que les courts-métrages en général vivent surtout avec les festivals. Exactement, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a le festival du court-métrage, la fête du cours, pardon. La fête du cours, ouais. Qui est en mars, donc c'est très prochainement et c'est génial. Mais il y en a de plein, Clermont-Ferrand, qui est l'un des plus gros festivals de court-métrage au monde, je crois. Ouais. L'un des plus gros. Encore un petit peu de chauvinisme français, mais non, mais qui est un très gros festival à Clermont-Ferrand, qui est en janvier. Donc, on a quand même à la fois des grands festivals sur les longs métrages, mais aussi sur les courts métrages. Et les grands festivals de longs métrages, type Cannes, Berlin, Venise, ont des sections officielles pour les courts métrages. Donc, c'est important de le rappeler aussi. Et c'est important de voir des courts métrages de toute façon. Non, Parce que complètement. c'est pas juste pour la naissance des auteurs. Je pense aussi que c'est un art en soi, en fait. C'est un genre de cinéma en soi. Ouais. Non, complètement. Et puis, il y a aussi Off-Court. Enfin, sur Paris, il y en a d'autres. Il y a aussi Paris Cours Devant. C'est vrai que c'est des endroits aussi, c'est l'effervescence du public du cinéma qui se fait aussi dans ces salles-là. Et par le biais du festival, cet aspect-là événementiel, on ne peut pas le retrouver ailleurs. Et c'est hyper précieux, quoi. Nous, ce serait dommage de s'en passer. Mais en effet, ça demande un petit effort de la part du public pour se renseigner, savoir que ça existe, y aller, prendre de son temps. Voilà. Vous savez s'il y a de grosses différences avec les distributeurs dans les autres pays, dans les pays étrangers? Il y a moins de distributeurs déjà dans les autres pays. Si on met de côté les États-Unis, qui ont une économie complètement différente, mais si on regarde en Europe, par exemple, il y a beaucoup moins de distributeurs. Nous, je ne sais pas combien on est au total, mais il me semble que distributeurs actifs, qui sortent au moins, je crois, 3-4 films par an. Si je reprends la liste du film français, qui est un magazine professionnel que j'ai lu récemment, je crois qu'on est à 35-40 distributeurs en France, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il me semble que dans les autres pays européens, en tout cas, on est la moitié à peu près. On est à une quinzaine, vingtaine de distributeurs. Et souvent trustés par des filiales de studios, en fait. Et parce qu'un distributeur est forcément national? Oui, c'est-à-dire que par exemple, Disney, c'est Disney France. C'est-à-dire que c'est la filiale du studio américain, mais c'est un distributeur français. C'est des Français qui travaillent chez Disney. Quand vous voyez, allez voir le Marvel, c'est des Français qui ont travaillé dessus pour la sortie française. Donc, Ad Vitam, par exemple, ou le Pacte distribue pas forcément les films en Allemagne ou Non. D'accord. Pour le coup, ce sera toujours national, oui, même pour les indés, ce sera toujours. Exactement. Et du coup, alors comment est-ce que ça se passe, la passerelle entre justement les nationaux et les étrangers? Il y a un métier qui est très intéressant, qui s'appelle le métier de vendeur international et des ventes internationales. On en parlait un peu tout à l'heure sur le fait qu'en tant que distributeur, on prend des mandats, des droits
pour simplifier aux producteurs sur différents, lieux, en fait, enfin sur différents Support. supports, Territoire, voilà, ouais. territoires. Et les ventes inter en font partie. Et du coup, l'idée, c'est de dire que en tant que vendeur inter, tu as le film et tu vas le vendre à plein de distributeurs localement dans le monde entier. Vous devriez faire un épisode de podcast avec des vendeurs Complètement. inter. C'est prévu, ouais, ouais. Complètement. Ouais. C'était aussi pour teaser un petit peu ce qu'on va pouvoir faire après. Ok, bon bah je crois qu'on a fini la première partie. Donc là on est vraiment très très en avance, c'est Mais pas mal. avant de passer à une autre partie, on va faire un petit tu préfères. Oula. Un petit jeu tu préfères. Bon, on va faire une question chacun, mais vous répondez tous les deux. Ok. J'ai pas compris. On fait une question, Ah, l'un oui, après entre l'autre, Mathis, d'accord. mais vous répondez tous les deux. Ok. Tu commences? Insta ou TikTok? Insta. Insta. Déjà Faut là, aller vite, non? Ah, pardon. Il y a un chrono. Non, pas du tout. Ouais, Insta. télétravail ou bureau? Bureau. Bureau. Film à la maison ou film en salle? Salle. Salle. Distribuer un blockbuster ou un film indépendant? Un film indépendant. Film indé. Vivre à Paris ou à la campagne? Paris. Paris. Alors que on tient à dire qu'on est tous les deux de province. Oui, oui, complètement. À la Mais on base. dit province, est donc rien que ça, provinciaux. on s'est raté, Ouais. c'est mort. Oui. Quand tu dis province, c'est que c'est mort. Les autres. C'est ça, grave. T'as Paris, La t'as le reste du plèbe. monde, tu sais. Non, mais c'est vraiment ça. Allons enfants ou Onoda? Onoda. Allons enfants. Oh. Bah oui, parce que là du coup il y a un truc d'expérience aussi avec. J'ai travaillé sur les deux, Ouais, mais j'aime les deux beaucoup. L'innocent ou corsage? L'innocent. L'innocent. Là, ça a moins hésité. Hein. Ouais, Non, il n'y a pas d'hésitation, c'est un grand coup de cœur. Allez voir l'innocent. Et si vous êtes votant au César, C'est ce que votez je au voulais- César. C'est ce que j'allais dire, Ouais. l'innocent qui a beaucoup de nominations au Ouais, César. 11, Combien? ouais. 11? 11, Ouais, ouais. c'est ça. Hein. Bah, on croise les doigts pour meilleur film. Hein. Ouais. Merci. César pour Euh, le 24 février. Documentaire ou fiction? Fiction Vacances en France ou à l'étranger? à l'étranger. C'est dur d'un point de vue écolo, c'est dur. Mais on peut aller à l'étranger On peut aller à à pied l'étranger. ou en train. Ou en bateau. Totalement. Non, étranger, ouais. Alpe d'Huez ou Gérardmer? Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, ouais. Ah les traîtres. Pour le domaine skiable. Non, je déconne. Pour la neige. On voit donc ce que font les distributeurs ouais. en festival. Exactement. C'est horrible. Les films des années 90 ou des années 2010? 2010. Ouais, 2010, ouais. Netflix ou Prime Video? Apple Netflix. T'as dit TV. Apple TV. En vrai, bonne réponse. C'est les meilleurs. quoi Oui, autre si possible, mais Netflix. Non, si je devais dire entre les deux, je pense Prime. T'es sérieux? Ou alors Netflix, Mais non, mais quand ils arrêtons sont de arrivés. soutenir Amazon. Netflix de 2014. Oh là là. Non, mais le début, tu vois, alors là, c'est. C'est précis, c'est Ouais, précis. c'est hyper précis. On aime la précision. Le business ou l'art? L'art. L'art. Cannes ou Venise? Cannes. En même temps, je connais pas Venise, hein, donc Moi non plus. Mais leur sélection me fait moins rêver ouais, en termes de goût de pareil, cinéma que Cannes. Pareil. Et dernière question, faire une école ou apprendre sur le terrain? Apprendre sur Apprendre sur le terrain. le terrain. Et on peut faire une école et apprendre sur le terrain. Faites des stages. Et c'est notre transition pour la deuxième partie. Formation. Quelles études pour distributeurs? Waouh. Il y Et en a du pas. coup, On a fait une recherche internet. exactement. Alors, ChatGPT nous a dit. Oh, waouh. Internet nous a dit il n'y a pas de formation spécifique pour devenir distributeur de films. En revanche, il existe des formations communes qui permettent de travailler dans tout le secteur cinématographique, production, distribution ou exploitation. C'est le cas du master production audiovisuelle et cinéma proposé par l'École internationale des métiers de la culture et du marché de l'art. Internet est précis, hein, qui Et donne accès à l'ensemble de l'industrie audiovisuelle. L'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, la FEMIS, propose également un cursus distribution et exploitation étalé sur 2 ans, dont l'accès se fait sur concours. Plusieurs universités généralistes proposent par ailleurs des formations en licence et en master dans le domaine cinématographique qui facilitent un recrutement comme distributeur ou distributrice de films en association avec des stages ou dans le cadre d'une formation en alternance. Rennes 2, Paris 1, Paris 3, Lyon 2. Voilà. Bon, il y a eu plein d'informations. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, relativement d'accord sur la pluralité des parcours pour y arriver. En fait, il n'y a pas de formation exacte, mais je pense que ça c'est pour tous les métiers de l'industrie du cinéma. En réalité, il n'y a pas vraiment de bonne voie, de vrai endroit par lequel passer. Je pense que, et maintenant, pour être dans la vie active depuis 3 ans et toi 5, Ouais. Et avec les nombreuses croisé rencontres plein de qu'on gens, a faites,
il y a tellement de manières d'y arriver et tout le monde enfin, chacun a son parcours. Et en fait, le seul point commun qu'on a tous, c'est d'avoir fait des stages en parallèle de nos études et d'avoir fait du terrain le plus possible avant de rentrer dans la vie active parce qu'en fait, c'est le seul argument valable, entre gros guillemets, auprès des recruteurs Donc quand c'est on c'est arrive. possible d'avoir fait, vraiment autre chose même que du cinéma? Complètement, Ouais, complètement. je pense. Mais c'est pour ça, moi, je reviens, enfin, je le vois avec ce que tu dis, je pense que c'est les stages le plus important, Mm. parce que tu peux pas arriver et tout connaître d'un coup. Donc le fait de découvrir sur le terrain un peu nos missions et ce que tu fais, etc., ça a plus de poids auprès d'un recruteur que quelle que soit la formation que tu aies faite. Et moi, j'étais très heureux de faire, d'avoir la formation que j'ai eue et de faire l'école que j'ai faite. C'était génial. Mais pour autant, je pense que j'aurais pu en arriver au même endroit où je suis aujourd'hui si j'avais fait une fac ou autre chose, ou un BTS. Je sais qu'il y a des gens voilà, qui ont pu faire des BTS, je sais pas, c'est culture ou qui, côté un peu artistique et qui, ou marketing et qui arrivent après des stages et des stages dans le cinéma. Mm. Ça a été quoi, vous, votre premier rapport au cinéma? Waouh, c'est deep. Moi, c'était un cinéma local. Comme je disais, je viens pas de Paris. Et non, et depuis tout petit, j'allais assez régulièrement au cinéma. Et je crois que je me suis forgé ma cinéphilie, pas forcément uniquement grâce à la salle, mais en tout cas, c'est le fait, voilà, d'être dans une plongée dans le noir, entouré de personnes que je ne connais pas et qui peuvent venir de milieux tellement différents. Je crois qu'assez rapidement, j'ai été un peu scotché. Et puis finalement, l'écran immense et le son. Donc je pense que c'est par là que c'est venu. Et très jeune, tu as compris que tu voulais faire ça? Ouais, mais comme je pense beaucoup de gens, je voulais travailler sur les tournages, genre, je sais pas quoi, mais genre, soit réal, soit un truc comme ça et tout. Acteur? Non, pas acteur, mais plutôt derrière la caméra, mais j'avais pas trop d'idées, mais voilà, je voulais travailler sur les films et tout. Ouais. Et distributeur, c'est venu très tard. C'est venu très tard. C'est venu pendant ma formation dans mon école, où on a eu plusieurs intervenants et tout, et je me suis dit à un moment donné, ouais, c'est ça que je veux faire. Puis en parallèle, je venais d'arriver sur Paris, donc je participais aux avant-premières et je me disais, ah, mais putain, à plusieurs avant-premières, je croise un peu les mêmes personnes alors que c'est des films différents, mais c'est qui ces gens? C'est qui ces gens? C'était la belle époque de Marsum, qui était une société de distribution incroyable, où je pense que tous les gens de ma génération rêvaient, enfin, qui voulaient faire de la distribution, rêvaient de travailler là-bas. C'était une magnifique boîte. Et du coup, je crois que c'est ça un peu au fur et à mesure, je me suis dit, ah ouais, la distribution, ça a l'air d'être bien. Et puis les stages, et puis voilà, on en revient aux stages, et puis après, voilà quoi. Et toi, Héloïse? Moi, c'était pas vraiment au cinéma. Je viens d'une ville où c'est pas forcément riche. Enfin, il y a je crois qu'il y a plus d'indés, en fait, là-bas. Il y a qu'un groupe, un pâté. Donc c'est vrai que déjà d'un point de vue offre, bah, c'est plus limité et puis financièrement, c'est aussi moins accessible, nécessairement. Donc je peux pas dire que j'ai découvert ma cinéphilie et que je l'ai développée tôt dans la salle de cinéma. C'était un rapport très, vidéo club parce qu'ils existaient encore et avec des petites loques très tôt. Et après, et je vais le dire, sans gêne, même si aujourd'hui je lutte contre, via le téléchargement. En fait, moi aujourd'hui, j'aurais pas la cinéphilie que j'ai, sans le téléchargement, illégal. C'est triste à dire et aujourd'hui, on a beaucoup plus de manières d'accéder au cinéma, un accès, enfin symbolique et financier quoi, mais il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui. Mais ma cinéphilie vient de là, au fil des années, par, des recos et puis ma famille, mes frères, qui m'ont éduquée à ça. Et après en grandissant, c'est venu progressivement. Après je viens d'un cinéma. Ma cinéphilie était très mainstream, plus jeune et elle s'est développée vraiment, au fil des années. Et après dans mes études sup, bah, en fait, en arrivant à Paris, après il y a un rapport au ciné beaucoup plus, parce que j'ai pas du tout fait toutes mes études à Paris. J'en ai fait, en partie à Orléans, puis à Paris. Et en fait, il y a un rapport tellement plus direct avec la salle de cinéma à Paris, puis c'est tellement pluriel l'offre que voilà, c'est beaucoup plus accessible financièrement parce on a quand même cette chance-là, à Paris. Et voilà, je me suis abonnée, à UGC, tardivement, mais enfin, ouais, il y a peut-être 4-5 ans. Et à partir de là, bah, ça se développe aussi énormément, hein, parce qu'il y a plus le capital risque quand tu vas dans une salle de cinéma, quand tu réfléchis pas à la somme d'argent que tu mets, puisque tu as accepté d'en mettre un petit quota, enfin, un petit montant par mois. Et c'est vrai que ça forge et quand on a un peu les moyens de le faire, je le recommande à 300 parce qu'en fait, enlever ce capital-là, ça permet vraiment d'y aller sans crainte, sans gêne, en se disant que tu peux
en fait, tu te diras jamais que tu perds ton temps parce qu'en fait, il y a un vrai truc voilà, qui te forge. Au-delà d'un simple rapport au cinéma, vous avez quand même l'air de parler de vraie cinéphilie. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulièrement important dans la distribution, la cinéphilie? Est-ce que Je faut dirais, avoir vu je dirais que c'est bien. Faut aimer le cinéma, c'est sûr. Mm. Après, c'est pas indispensable d'avoir vu tous les films de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, c'est impossible. Mm. Mais c'est mieux, effectivement, d'aimer ça et d'être curieux et d'en avoir vu le plus possible et de continuer à en voir. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, aller au cinéma encore aujourd'hui. Moi, je suis passé dans des boîtes où il y avait des collègues qui allaient au cinéma une fois tous les 6 mois. Et tu dis, c'est un peu dommage dans le sens où tu travailles là-dedans. Après, voilà, à côté de ça, il y avait des jeunes qui allaient 5 fois par semaine. Faut peut-être trouver un juste milieu entre les deux et en même temps, plus tu y vas, peut-être mieux c'est. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et tu peux travailler à la distribution. Mm. Oui, puis il y a des cinéphilies très différentes. Ça peut se Oui. ressentir aussi selon les boîtes aussi, parce Oui. que naturellement, le recrutement est pas tout à fait le même, les compétences recherchées sont pas tout à fait les mêmes. C'est vrai que j'aurais tendance quand même à dire que chez un distributeur indépendant, c'est plus difficile d'entrer si vraiment t'es. Enfin, faut vraiment que t'aimes ça déjà, parce que bon, en même temps, j'ai rarement vu. En fait, les places sont tellement chères aussi en distrib, il faut le dire, que si t'aimes pas ce que tu fais et que si t'aimes pas le cinéma, c'est un peu tendu. Être ouvert, avoir une cinéphilie déjà riche, mais être aussi curieux de découvrir plein de choses. Aussi parce que nos line-up, on a des lignes édito, certes, mais elles sont variées. C'est un peu compliqué. C'est peut-être. En même temps, j'ai pas bossé, je suis dans des grosses boîtes américaines, je saurais pas dire. Mais il y a peut-être moins un énorme critère d'entrée là-dessus, quoi. Quand on se lance dans la distribution, on peut espérer quoi comme carrière? C'est très variable. Soit tu peux rester toute ta vie dans la distribution et monter les échelons, entre guillemets, et un jour monter sa boîte de distribution. Ou après, il y a aussi des gens qui après rebifurquent. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent de la distrib à la prod. Ça se fait assez souvent. Notamment les gens des acquisitions qui, du coup, ont un rapport au talent et au scénario très vite. Donc, ça arrive. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui quittent la distribution pour faire complètement autre chose. Enfin, c'est très variable. Mais ce qui est dur, j'ai l'impression, c'est de passer, finalement, dans la distribution, de passer d'une société indépendante à un studio. Mmh. Ça peut être plus dur à la limite parce que c'est pas le même métier finalement qu'on fait entre quelqu'un qui travaille chez Disney ou chez Paramount avec le travail qu'on peut faire nous. Ouais. Donc c'est à la limite, c'est plus dur de sauter comme ça entre De petit à ouais, gros de que de petit à gros à gros. petit. Oui, oui, gros à petit, c'est plus simple. J'aurais tendance à dire que ouais, c'est plus facile dans l'autre sens. Mais oui, oui, non, non, je suis assez d'accord. Il y a plein de parcours super différents. Après, je pense qu'il y a aussi un gros renouveau générationnel pour nous, dans nos rapports aux carrières, etc. Là, on parle voilà, de carrière malgré tout stable, comme on me disait tout à l'heure, avec des CDI et tout ça, en espérant de gagner en responsabilité et tout. Je pense que ça change aussi un petit peu. Quand je vois les gens qui sont dans des boîtes de distrib actuellement enfin, les gens qui sont là depuis plein d'années, ils sont là depuis beaucoup d'années. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de gens de notre génération qui restent 2, 3 ans, Ouais. 4 ans max dans une boîte et qui vont soit faire la même chose dans une autre boîte, soit gagner un petit peu en responsabilité. Mais il y a quand même un peu plus de mouvement dans les carrières que c'était le cas par le passé où tu t'investis dans une boîte et tu étais vraiment là pour longtemps, quoi. Ça, je pense que c'est un peu en passe de changer. Pour autant, ouais, je pense que ça reste des métiers, c'est pas répétitif, enfin, c'est répétitif sans l'être, en fait. C'est-à-dire qu'on fait la même chose sur tous les films et en même temps, tous les films sont différents. Donc, dans une seule et même boîte, hein, j'entends. Donc, c'est vrai qu'on voit quand même des choses différentes. Après, les interlocuteurs extérieurs, les mécanismes sont les mêmes. Donc, il peut y avoir quelque chose de redondant dont certains se lassent. C'est assez variable. Après, la distrib, enfin, moi, le marketing, ça reste un taf de bureau, quoi. Je suis derrière mon ordi à Oui. envoyer des mails toute la journée. Faut aussi comprendre qu'on Oui. ne passe pas le plus clair de notre temps dans une salle de ciné ou en festival. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que chaque film est différent. Moi, je repense à que j'avais eu en cours Christophe Roussillon, qui est le producteur de chez Nord-Ouest Film, qui a produit La Haine, et qui nous expliquait qu'avant d'être producteur de cinéma, lui, il était ingénieur dans l'aérospatial. Il nous expliquait que voilà, quand tu fais un avion, enfin, il est pas tout ça, mais quand les gens font des avions, tu fais les plans, machin et tout, quand ton avion il arrive sur la piste de décollage pour le test, l'avion il décolle, il s'écrase pas. Un cinéma, dans le cinéma, on a ce qu'on appelle une industrie de prototype, c'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux mettre les plus gros, je vais pas citer de film en particulier actuellement, mais tu peux mettre les plus gros acteurs, mettre un budget énorme,
être distribué par le plus gros distributeur possible en France et tout machin. Et J'ai ton envie, film va se j'ai envie de planter. le dire, hein, ce film-là, qui a Non. en ce moment même. Non, mais tu vois, donc c'est une industrie de prototype et du coup, c'est ça qui est intéressant dans le sens où chaque film est différent et il n'y a pas y a pas de manière parfaite, en tout cas, de sortir de film et de faire un film. Mm. Donc, c'est ça qui est super, je trouve, super chouette. C'est un vrai challenge de chaque Ouais. film. Donc, c'est ça que notre métier il commence très tôt dès qu'on voit les films, souvent en cours de montage, et on se dit, mais comment est-ce qu'on va pouvoir le sortir et tout. Et c'est super excitant, c'est trop chouette. Donc, même si c'est un travail de bureau, il y a quand même un truc un peu plus agréable que d'autres métiers de Oui, bureau. bien sûr, quoi. mais c'était pas du tout t'as péjoratif. raison de le C'était dire, au sens c'est de la important de le préciser, réalité de nos métiers. Ça reste C'est important de le préciser. Ouais, t'as derrière raison, un ordinateur, ouais. t'as Mais raison. c'est vrai que c'est un métier de pari. C'est un métier de pari constant. C'est Oui. un pari pour le boss des acquises qui va parier sur un scénario où c'est pas du tout ce à quoi ça va ressembler à la fin. C'est un pari pour nous parce qu'en fait, on est obligé de décider de budget, de où on va les mettre pour qu'il y ait de comment la tu vends le film. notoriété autour d'un film, alors que bon, bah, on sait pas où ça va aller. Et en fait, parfois, la fréquentation des salles peut être surprenante aussi. Enfin, Et puis nous, au marketing, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais enfin, un peu quand même. Mais c'est vrai que sur une affiche, par exemple, une bande-annonce, bah, c'est la première chose que les gens vont voir. Donc du coup, c'est super important. Il y a tellement de possibilités. On a une feuille blanche littéralement devant nous. Et quand on fait des briefs et tout, on reçoit plusieurs projets d'affiches différents, des projets tellement différents des fois. Et du coup, en fonction de ce que tu choisis, ton film, il n'a pas la même carrière après. Donc c'est super excitant. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à suivre des fois sur Instagram les agences qui font des affiches. Il y en a plusieurs et qui mettent les projets d'affiches. Et c'est intéressant d'aller voir. Donc il y a Troika qui fait ça, il y a Fidelio qui sont des grandes agences d'affiches. Et de voir les propositions différentes et en fonction des différents projets, bah ouais, c'est pas le même film en fait. Donc on a aussi une part de responsabilité dans les succès ou les échecs des films. Tout est lié à ça, quoi. Bon, vous parliez en tout cas d'évolution professionnelle. Je pense que c'est notre transition pour passer à la dernière partie. Et avant ça, on a encore un petit jeu un peu similaire où il y a base de questions encore, mais sauf que cette fois, c'est vous qui allez vous les poser. waouh, c'est l'enfer. Voilà. Vous êtes prêts, hein. Entre Donc, vous. on va vous passer Waouh. nos téléphones. Ok. Alors, du coup, l'un après l'autre, Héloïse, tu commences. Simon, est-ce que tu pourrais passer devant la caméra? Non. Pour faire des interviews, oui, mais pas pour du cinéma, non. Ok. Quel est le meilleur festival niveau ambiance? Waouh, tout confondu? Oh, Cannes. Ouais, Cannes. Oui, on parlait pas de musique. Enfin, Non. non. Tu peux me répondre des Francopholies de La Alors, Rochelle. C'est super. C'est super. Alors, Mais c'est pas la différent, peine quoi. de me mépriser comme ça. Je réfléchissais à tous les festivals de ciné. Non, ouais, Cannes. Ton film français préféré? Wow. C'est l'enfer. Je suis littéralement en venant, j'ai dit j'espère qu'ils n'ont pas ce genre de questions parce que j'ai pas du tout préparé le sujet. C'est terrible. Évidemment que si, on Ever. a des petits. Non, mais en vrai, vous avez un joker. Film français ever. Allez, je dirais Ascenseur pour l'échafaud Ok, pas mal. De de Louis Malle. Dont la musique, pour une les petite gens qui anecdote veulent d'ailleurs, chercher. dont la musique est composée par Mel Davis, qui a rencontré Louis Malle grâce à comment il s'appelle l'auteur de livre Baldwin, grâce à James Baldwin. C'est James Baldwin qui a fait rencontrer Davis Ah. et voilà. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Petite anecdote. Voilà. Et oui, Simon a Cadeau. toujours des petites anecdotes sympas. Faut dire que je connais le film, tu vois. C'est bon. Est-ce que tu juges les affiches d'autres boîtes quand tu les vois dans la rue? C'est à toi de me poser une question? Ouais. Ah. Est-ce que je juge Ouais. On l'a fait en venant dans le métro encore. De ouf, ouais, on l'a fait ensemble. Tu vois, moi, je l'aurais pas fait comme ça. C'est ça. C'est littéralement ça. Non, mais c'est vrai que c'est du jugement. C'est pas méchant, mais en même temps, c'est notre boulot, donc c'est vrai que. Ouais, le terme juger n'est pas forcément péjoratif. C'est juste, je regarde, c'est mon taf. Oui, j'ai une appréciation. Voilà. Clairement, j'ai une appréciation de ce que font les autres distributeurs dans la vie. Et j'espère que les autres en ont sur ce qu'on fait nous. Oui. Est-ce que tu pourrais faire ton métier aux États-Unis? Ouais, je pense. Il y a moins de distributeurs indépendants aux États-Unis, mais ça serait intéressant. Ouais. Attends, tu vas lui griller les oreilles, attention. C'est ta position qui fait ça. Le plus beau cinéma que tu aies vu en termes d'architecture? Alors, je pense que c'est Luxor, mais je n'y suis pas allée. L'extérieur, Barbès, magnifique. Le Luxor qui est donc à Barbès, effectivement. Très beau cinéma. C'est vrai. Ouais, je pense Et que à l'intérieur aussi. Ouais, excusez-moi. Vois-le à l'intérieur. Extérieur, intérieur est très très beau. c'est la pire réponse. Non, mais j'avoue que du coup, c'est un peu dur parce que Le Rex pour l'avoir vu. Il est beau le Rex. Non, parce que c'est hyper carton-pâte. Moi, j'aime pas trop. Oh. Ouais, c'est un peu Disneyland pour moi. Après, le Je Rex, réponds le aux Rex, questions c'est pas de qu'un- Loïs. le Rex, c'est pas qu'un cinéma aussi. Il y a ça Boîte aussi de qui. Le Rex Club. Rex Club, on Ouais. connaît.
Non, mais c'est vrai que c'est pas une salle. Est-ce Ouais. que c'est une salle? Non, c'est aussi une salle de spectacle un peu. Oui, c'est ça. C'est que c'est un peu une salle de spectacle, il y a une C'est vrai. scène, voilà. Et il y a le prochain Pâté Opéra qui a l'air magnifique pour le coup. Le Super, il Pâté fait de la Palace. pub pour les groupes. Après, là, c'est Non, c'est pas- là, c'est que Paris. C'est que Vous avez Paris. peut-être pas visité des cinémas. Oh, si, on en a France. pu, on a pu. Après, architecturalement parlant, c'est vrai que c'est pour avoir fait des salles à la Berlinale ou quoi, c'est pas fou. Enfin, on peut vraiment être fiers de. Le mec qui crache dans la soupe. Non, c'est pas vrai. On vous aime, les salles de cinéma. Non, Allez mais voir en des vrai, films. c'est Allez trop voir des chouette. films. C'est trop chouette d'aller au cinéma à l'étranger. Je le recommande à n'importe Ouais, qui. Je très sais vrai. que je crois qu'on le fait tous les deux quand on voyage à l'étranger. On aime bien aller au ciné dans d'autres pays. Mais non, c'est pas pour cracher dans la soupe. Mais c'est vrai qu'en vrai, on peut être assez fiers de nos salles et de l'architecture de nos salles. Mais moi, c'est pas forcément l'architecture, j'avoue, c'est plus l'âme qu'il y a. On a tellement de chance avec nos petits ciné du quartier latin. J'adore les faire. Le Champeau est régulièrement. magnifique. Ouais. Avec son Oui, là, je ciel pense aussi étoilé. au cinéma des cinéastes. La grande salle, elle est super avec des, Oui, Ouais, c'est c'est vrai. super chouette. Avec sa forme aussi. ouais. Mm. ouais. Grande action. Complètement. Non, il y a beaucoup de très. Ouais. Mais niveau sonore, c'est pas ouf. Mais bon, Max on le dira Linder, pas. Max Linder, Max voilà. Linder Forever. Ouais. Ouais, Max Linder Forever, Ouais. mais architecturalement, c'est pas. Voilà. Ouais. Bref. C'est à toi, Élise. Cette question a pris tellement de temps. Grave, c'est- j'aime bien. C'est à moi. Si le cinéma n'existait pas, tu ferais quoi? Ouf. Bonne question. Joker. Quoi? Il m'a dit qu'il allait Il y jouer a un un Joker. Joker. Il y a un Ah, Joker. d'accord. J'étais en mode. Mais. Ah non, je serais pas un Joker. Je serais le Joker. Alors, moi, Moi, tu vois, j'adore tous les genres. moi non plus, j'ai pas compris. Je me suis dit, comment ça, Joker? Ce jeu de carrière est dingue! Je veux la même carrière. C'est- Improbable. Et j'ai aussi pensé, mais on dit poker. Oui, moi aussi, j'ai Si pensé tu- à ça. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux la carrière de Patrick Faut suivre, Bruel, il faut le dire. On a Aïe, tous aïe, pas aïe. compris. Si toi, t'avais compris, non? Ah, merci. Je te le Il y en a un qui suit, là. C'est moi qui te l'ai donné. Donc. Oui, c'est bon. My bad, pardon. Pourquoi les affiches, surtout de gros films, se ressemblent toutes? Pourquoi j'ai des questions dures? Non, elles sont bien, tes questions. Bah, Enfin, les autres aussi. Hein. allez, ça balance. Parce que les leviers marketing, ça marche quoi. Regardez toutes les affiches des Avengers, des films Marvel. En fait, il y a un truc de couleur, de disposition qui marche. Enfin, on essaie d'avoir nous dans notre métier en market, on essaie d'avoir des leviers marketing adaptés, différents, etc. Mais en même temps, il faut être réaliste sur ce qui fonctionne ou pas. Et quand on doit en arriver là, on en arrive là. Mais... Même si c'est pas très beau. Enfin, faut admettre que c'est pas le plus beau. Ah oui, le marketing, c'est quand ça peut être beau, c'est trop bien, mais faut que ce soit efficace. Et que est-ce que tu es addict aux réseaux sociaux? Oui, un peu. Voilà. En même temps, c'est Question, notre job. question simple, réponse simple. Oui. Non, c'est aussi par rapport à ton métier. Est-ce que tu fais gaffe à ça? Bien sûr. Bah, avant, quand j'étais au Pacte, je m'occupais uniquement du marketing digital, donc tout ce qui est pas que les réseaux, mais tout ce qui est web. Donc effectivement, j'essayais de me tenir informé. Je le fais toujours aujourd'hui. Donc ouais, j'ai une vraie appétence pour les réseaux et je pense que c'est super important aussi sur les films. Il y a beaucoup de distributeurs qui, bon, ça a un peu changé, mais il y a beaucoup de distributeurs qui avant le Covid s'en moquaient complètement en mode c'est pour les jeunes et tout. Donc, je pense que c'est super important pour faire exister Grave. des films. Donc tu peux être sur Twitter et dire que tu taffes. Oui, mais exactement. C'est trop bien. C'est mon cas. Est-ce que tu considères ton métier comme artistique? C'est compliqué. Hein. Poker. Elle est bien bonne. Joker. Vrai Joker. Ah putain. C'est à toi, non? Non, c'est à toi, Simon. Mais non, je lui ai demandé si C'est son à toi, métier était Simon. Ah artistique. oui, oui. Ah oui. Bah alors, il y a que moi qui suis là, je suis le seul là. On est tellement Non mais là, ouais, c'est la fin de podcast. C'est C'est terrible. dur. Quel est le dernier film que tu as vu? Ah, attends. En salle ou pas? En salle, ouais. Bah, c'est Pacifiction. Exactement. Mm. Parce qu'on l'a vu Bah, dans la même on salle, l'a mais on vu. n'était pas côte à côte. Ouais. On s'en est rendu compte après. On est ce genre de personnes. Pacifiction, vous n'avez Pacifiction. pas vu, donc j'ai découvert un Ah bah oui, pareil. super film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Non. pas non, encore. mais j'ai Très, très très chouette. très envie de le voir. Ouais, je Magnifique. sais qu'il est nommé partout, pareil au César. Très, très beau. Après, Imaginel, voter génial. meilleur film, L'Innocent. Ouais. Allez au cinéma. Et tous au cinéma. Est-ce que tu es en train de vivre la meilleure interview de ta vie? Waouh, non. Enfin, Merci beaucoup. Ah, trop bien. Je prends. non, mais en fait, j'avoue, j'envisageais aussi de futures autres interviews.
Donc, Ah oui, tu en as fait beaucoup d'autres. en fait, j'en ai fait genre 0 dans ma vie, je pense. J'en ai fait 0, mais en revanche, j'espérais des meilleurs. Je sais pas. Meilleure question, c'est ça? Non, c'est pas moi qui les ai écrites. C'était 6 francs. Non, mais c'est sympa, mais. T'as plus de filtre. Ouais. Non. Bah, après, vous avez invité des potes, donc ça va, on peut être chill. Le film que tu aurais adoré distribuer. La La Land. Je pense que ça pourrait être très chouette. Trop Parce que le fun. film est super et parce que c'est super à sortir. Toi qui n'as pas aimé Babylone. Oui, mais j'adore Chazelle quand Ok. il fait des bons films. Allez, bam. Boum. Mic drop. Comment tu te vois évoluer dans 5 ans? Eh ben, waouh. Bah, j'espère avoir plus de responsabilités et plus d'argent. Voilà. C'est mal. Let's go. C'était la Finalement, dernière question. Ouais, Point ça donne final, ouais. je pense que cette réponse s'applique à peu près tous les métiers de Complètement. l'univers. Complètement. C'est C'est vrai. absolument pas précis. Ah, mais vous vouliez de la précision? Non, Non, C'est pas du hyper tout. dur en vrai de se Non, mais projeter, parce hein. qu'en vrai, Ouais, c'est vrai. encore une fois, Et on encore. est des professionnels. Donc, cette question nous permet de faire une transition vers, Wow. vers plus des questions Vers le d'avenir. futur. Eh oui, Exactement. on a travaillé, Bravo, bravo. nous. Nous, on est Wow. arrivés les pieds sous la table. Non, on a dit qu'on était francs, hein, ça y est. C'est bon. Je rigole. Non, effectivement, globalement, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour le métier de distributeur? Moi, je suis très optimiste sur le métier de distributeur. Moi, J'aurais je viens d'intégrer une boîte qui vient de se monter, donc C'est vrai forcément. aussi. Non, mais c'est vrai aussi. Non, mais en vrai, j'aurais pas eu le même discours il y a 3 ans, parce que c'était assez dur le Covid. Ça a été, genre, je me rappelle, du jour au lendemain, genre, on te dit que ton métier s'arrête, en fait. Bah, après, je suis pas le seul, hein, le monde bien entier sûr. a eu ça. Mais te dire, ça n'était jamais arrivé, même pendant la Seconde Guerre mondiale, que les salles ferment. Donc, c'était super dur. L'après-Covid a été super dur, parce qu'on savait pas où on allait. Les plateformes ont pris de plus en plus de place. Et donc on était un peu dégoûté, quoi. On se dit, bon, bah, ça y est, c'est la fin. Dans 5 ans, il n'y a plus de distributeurs. Et là, j'ai l'impression, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, que les gens retournent au cinéma, que les gens ont de nouveau envie d'y aller. Et du coup, tant qu'il y aura des salles de cinéma et qu'il y aura des gens qui ont envie d'aller au cinéma, bah, du coup, notre métier est toujours indispensable. Et donc, on existera toujours. Donc, je suis assez optimiste. Honnêtement, je suis assez optimiste. Ouais, moi aussi quand même. C'est vrai que en plus on a été une génération purement Covid où on était en sortie d'études ou tout juste diplômés et tout au moment du Covid, donc c'était un peu tendu et on s'est demandé où allaient les salles de cinéma mais non, mais je pense que j'ai eu un peu le même process au final que Ouais. Simon. En fait, j'ai du mal à croire. Je sais pas si c'est naïf, mais j'ai du mal à croire à la fin du cinéma en France. En fait, j'ai du mal à croire à la fin de la salle en France. On est le pays où il est né et je peux pas croire qu'on n'aura plus de salles dans quelques années et que Netflix va take over the world. Et à l'étranger? Bah, ça a déjà commencé à ce que le cinéma se casse la gueule dans certains pays. Ouais. Est-ce Même que un peu vous partout. pensez que la France pourrait être genre le dernier résistant L'irréductible Ce gaulois. serait marrant un film sur ça. Genre juste, il y a plus de cinéma dans tout le monde entier, mais juste en France. Bah, il y a déjà des pays où ça, enfin, il y a même la plupart des pays, ça a déjà pris cher. Les États-Unis, ça va pas bien. L'Italie, ça va vraiment pas bien. L'Espagne, ça va vraiment pas bien. Les Anglais, ça va vraiment pas bien. Les Anglais, là, c'est hallucinant. Avatar, par exemple, fait des scores ultra bas, alors qu'on parle de Avatar 2 qui cartonne en France et tout. Donc, je pense que dans certains, en fait, ce qui est intéressant, c'est dans certains pays émergents, c'est dur, c'est forcément des termes qu'on utilise maintenant, mais genre, comme la Chine, le Brésil, on voit que ils construisent des milliers de salles par an. Vraiment, hein, aujourd'hui, la Chine, c'est 30 000 salles de cinéma, c'est hallucinant. Et ça continue, ça continue, ça continue. Donc, je pense que dans ces pays-là, ça va continuer. Et le problème, c'est en Europe et dans certains pays où le cinéma existe depuis un siècle, où bah, avec l'évolution aussi de notre manière de consommer des films et des contenus en général, même si j'aime pas ce terme contenu, et bah, je pense que là, c'est un vrai problème, quoi. Nous, en France, on est plutôt protégés, mais dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Ouais. Et est-ce que du coup ça tient vraiment justement par le système mis en place, le CNC, etc. Ouais, Est-ce que et si on aussi n'avait pas ça, la ça se casserait la chronologie gueule? La Bien. chronologie média et aussi la diversité des films qu'on sort. Tu vois, Ad Vitam, vous sortez quand même 15 films, 20 films par an, et dont 16 l'année dernière. Ouais. et beaucoup de Français, mais aussi des fois beaucoup de films européens. Et de manière générale, les distributeurs indépendants sortent beaucoup de films indépendants d'Europe et du monde. Et je pense que la pluralité de choix et la diversité des films qu'on a en France, c'est ça aussi qui fait la force de nos salles. Et aux États-Unis, par exemple, c'est un vrai problème. J'avais une amie qui était à Los Angeles, qui vivait à Los Angeles et qui me disait, mais comment je fais pour voir tel film qui a eu un énorme succès à Cannes et tout, mais le film, il se trouve qu'il n'est pas américain, bah, tu ne pourras pas le voir en fait. Donc, nous, on a la chance en France d'avoir les films qui sortent dans les salles, quelle que soit leur origine. Et donc, ça, c'est génial. Donc, grâce à ça, grâce à cette pluralité, les salles vont perdurer, quoi.
Internet a déjà commencé à changer énormément de choses dans notre consommation à l'heure actuelle. Alors, quand je parle d'Internet, je parle autant des plateformes, Netflix et compagnie, que des réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Qu'est-ce que, à l'avenir, vous pensez, voilà, qu'est-ce qui va changer? J'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter là-dedans. Les plateformes, ont vécu un tellement gros boom, dans les dernières années que bon, moi j'attends encore que ça se mette gentiment en place et en vrai, il y a encore des choses qui se lancent, là très récemment, des HBO Max et tout ça donc ça s'installe, gentiment. Ça peut changer notre métier pour le coup. Le digital, nous, ça change et Simon en parlait tout à l'heure, ça peut changer plein de choses, notamment d'un point de vue, marketing. Hem et les réseaux sociaux, pour le coup, c'est un énorme levier pour nous et c'est un vrai sujet. Est-ce que ça va Oui. devenir à 100% réseaux sociaux? Est-ce que le print, l'affichage, les trucs dans les Nous, médias nous, les indépendants, traditionnels papier? nous, les distributeurs indépendants, je pense pas, mais c'est vrai que par exemple, les Américains, Universal ou Disney, quand ils sortent des films en France, 50% de leur budget va entièrement sur le digital. Mmh. Nous, on n'en est vraiment pas là. Mmh. On est les Après, indépendants. c'est aussi que, en fait, il y a un ratio, financièrement, tu performes enfin, disons que l'affichage, l'achat d'espace, print, donc tout ce qui est affichage et tout ça, ça coûte tellement cher, hem, pour un taux de transformation qui est entre guillemets «inconnu». Enfin, voilà. En fait, si tu mets les budgets tels quels, de l'affichage sur du digital, par exemple, tu as des performances qui sont folles, en fait. Enfin, pour Bien sûr. prendre un format, n'importe quel, format, dans le métro, en fait, si tu mets la même somme, dans une campagne, sur le digital, en fait, tu touches tellement plus de monde. Après, c'est une histoire de ciblage et cetera. Et Mais est-ce que les gens qui sont touchés vont avoir envie d'aller au cinéma? oui, C'est oui, ça aujourd'hui le complètement. problème. Mais en fait, le ratio, enfin, c'est un peu comme si l'argent n'avait pas la même valeur sur un support comme sur l'autre, quoi, et que les montants sont pas du tout les mêmes. Pas pour tout de suite. Là, moi, dans un je sais pas, Mais un horizon dans 10 ans, je suis pas sûre qu'on aura arrêté complètement encore de faire du print, tout ça. moi, je pense que le digital peut avoir aussi un impact sur les salles de cinéma, sur Mmh. l'exploitation. Et je sais que par exemple, Pathé, ils ont vraiment pris le tournant. Et qu'aujourd'hui, j'ai lu ça un article dans le film français du patron des cinémas Pathé. Et il expliquait qu'aujourd'hui, je crois que 90, enfin sur 2022, 90% des billets de cinéma Pathé Gaumont ont été pris sur l'application En mobile ligne. ou Ah en oui, ligne, pas plus sur les bornes en fait. Du coup, toi, c'est ce genre de choses qui fait qu'en fait, ouais, ça change la tu facilites. Et consommation. Mmh. l'idée, c'est de faciliter aussi l'accès aux salles. C'est-à-dire que si c'est plus facile, enfin, si c'est dans, tu peux prendre une place de cinéma depuis ton téléphone, tout de suite, toi, ça change tout, quoi. Donc, je pense que le digital a un vrai impact Mmh. d'un point de vue aussi exploitation et voilà. Est-ce que pour conclure, vous avez une recommandation à voir et un petit mot pour motiver les gens à aller en salle? En vrai, moi, j'ai vu, du coup, j'en parlais tout à l'heure au Grand Rex, j'ai vu Creed 3. Je trouve que le film, pourquoi tu me regardes Mais comme ça? non, mais c'est sérieux? Non, mais je vais faire 2 recommandations alors. Mais non, le film n'est pas un chef-d'œuvre en soi, mais je trouve que c'est un film qui réussit à la fois être très populaire. Dans la salle, on voyait qu'il y avait des gens très jeunes, mais aussi des gens plus âgés et tout. Et c'est aussi un très bon film, dans le sens où, bah, la saga Rocky, c'est une super saga. Et je pense que c'est le genre de film qui existe pour qu'on les voit en salle, dans le sens où, c'est littéralement un film sur des combats de boxe. Donc c'est dur de faire plus en termes que la compétition sportive et que l'excitation de qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc je pense que c'est la typologie de film qu'il faut aller voir en salle et aller voir Les Petites Victoires qu'on sort le 1er mars, qui est un super film. Non, Yes. vraiment, c'est un super film à voir en famille, qui est tendre, qui est joyeux et qui parle de plein de sujets importants, de l'illettrisme, de la ruralité, de ce que c'est qu'être mère et prof dans un petit village, machin. Donc, c'est super fort, il y a de l'émotion, il y a du cinéma, il y a des chouettes acteurs. Et c'est vraiment un super film. Donc, allez Les voir Les Petites petites Victoires. victoires. Exactement. Héloïse? Pareil, je vais vous recommander d'aller voir Le Bleu du Caftan de Mariam Touzani le 22 mars. C'est un film, alors c'est un peu différent, Pas les mêmes de ce que enjeux. propose, Simon, mais c'est un très chouette film, sur, alors c'est un film qui parle d'homosexualité dans la société marocaine, mais c'est un film surtout qui parle d'amour et de passation, dans dans l'artisanat notamment, de passage de connaissances, d'une génération à une autre, avec des thèmes du coup assez, qui tendent vers l'universel et qui sont vraiment chouettes et traités avec énormément de tendresse, énormément de douceur et extrêmement beau parce que, elle a des choix de cadre, Mariam, qui sont exceptionnels. Donc voilà, aller au cinéma et enfin des arguments pour aller en cinéma, j'avoue que pour moi c'est tellement logique Ouais. que Et puis, soyez curieux aussi, tu vois. C'est aller voir ouais. des films, même si
Il n'y a que l'affiche qui vous plaît, vous êtes devant le cinéma, ah tiens, c'est quoi ça? Allez-y, soyez curieux. Osez, ouais. Et Osez. abonnez-vous à des salles ou même si c'est des. Alors à Paris, forcément, c'est beaucoup plus facile. Et je sais qu'au cours des études, on n'a pas les moyens, etc. Donc c'est compliqué. Allez dans les petites salles qui font des Des tarifs moins chers, ouais. des Les tarifs MK2 limités. notamment. MK2 qui sont à 4,90 MK2 €, je complètement. crois. Et puis ouais, les petites salles du quartier latin si vous êtes à Paris. Et sinon, des cinémas indépendants si vous en avez dans votre ville. Mais surtout, en effet, ouais, osez, n'hésitez pas. Et puis en fait, c'est génial d'aller au cinéma et de voir les films sur grand écran. Pour autant, la cinéphilie, elle se construit aussi chez soi. Et peut-être que pour l'instant, les moyens sont limités pour aller en salle. Et c'est aussi bien de développer le cinéma. Enfin, c'est un peu du développement sur le long Bien sûr. terme, quoi. Aller au cinéma plus tard, c'est voilà, regarder des films chez soi maintenant et développer les auteurs qu'on a envie de suivre et les talents, enfin les acteurs. Et voilà. Donc, aller au cinéma si possible. Mais sinon, n'arrêtez pas de regarder du cinéma, même des films, même si vous n'avez pas les moyens dans l'immédiat, parce que j'ai quand même le sentiment que l'audience est un peu jeune. Donc, voilà. Très bien dit. Très, très, très beau mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup. Louise. Du coup, je pense Et qu'on merci, finit le podcast là-dessus. Oui. Merci à vous. Merci à vous, ouais. Merci d'avoir pris le temps. Et à bientôt, à plus tard, à très vite. Merci Très vite, infiniment. à bientôt. Bonne continuation au podcast. Merci. Merci. Les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description. Si vous voulez en voir un peu plus sur les coulisses de l'émission et être tenu au courant des nouvelles sorties, c'est sur @cpeprod que ça se passe. On vous invite d'ailleurs à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant, on est curieux d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez, vous pouvez mettre des j'aime ou des étoiles en fonction, ça nous aide évidemment pour le référencement. On se retrouve vite pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma. À bientôt.